conférence sur la Savoie. Vous avez remarqué l'exposition qui est de grande qualité. Cette exposition, elle existe grâce à Savoie Live. Donc nous avons M. Claude Dufour qui va animer la conférence et M. Jean-Christophe Beau qui est derrière en train de faire les derniers préparatifs. Notre association, elle a pour but effectivement de promouvoir l'histoire locale telle qu'on devrait l'enseigner. Elle a malheureusement disparu. Et puis les conférences de M. Dufour, elles permettent de retrouver cette histoire et puis également de retrouver de nombreuses personnes qui ont envie de la connaître parce qu'elle reste relativement mystérieuse. Donc on va travailler ce soir avec ça, sur ce thème. Et puis je vous rappelle, donc je remercie les bénévoles des associations qui sont là. Alors on va de nouveau être un peu classique avec les associations. On va vous dire que ça nous revient très cher de louer la salle, puisqu'on est dans le bénévolat le plus total. Donc à disposition, vous avez une buvette. Et puis on m'a demandé de vous le dire. J'ai dit, ça me gêne un peu, mais au fond, on a un chapeau sous la forme d'un tambour qui a dû beaucoup servir parce qu'il est à moitié découpé. Et si éventuellement vous laissez une participation, mais ça c'est à votre choix. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à M. Dufour qui, lui, va être intéressant et même plus que ça. J'ai la pression là. Merci. Alors, je vous propose, on va attaquer sur cette conférence. Donc, pour démarrer, je vais quand même vous dire quelques mots sur. Alors, attendez, je pense qu'il faut qu'on règle un petit problème logistique, c'est qu'en fait, ça gêne la vue. Je dis un mot sur moi, donc je m'appelle Claude Dufour, je suis originaire de pas très loin, parce que je suis né à Évian, il y a déjà 56 ans. Voilà. Et donc je me suis passionné pour l'histoire de la Savoie il y a 5-6 ans à peu près. Donc j'ai décidé de faire un travail pour faire vivre cette histoire, parce que j'étais absolument révulsé de voir que cette histoire, on me l'avait cachée. Ou en tout cas, on n'en avait pas parlé. Et donc, j'ai commencé à faire ce premier travail, quand je me suis intéressé à l'histoire, c'est cette frise historique que vous avez là, puisque je me suis dit, pour apprendre l'histoire, je vais le faire avec une frise, et puis comme j'en ai pas trouvé, j'ai dit, je vais en faire une. Donc ça, c'est le premier document que j'ai réalisé, c'est cette frise historique pour apprendre l'histoire aussi à mes enfants, puisque moi, je voulais que mes enfants apprennent l'histoire, non pas comme on a fait avec moi. Voilà, et puis, au fil du temps, notre activité sur Savoie Live et puis la promotion de l'histoire, ça a pris de plus en plus de place. Et donc on a créé une association au mois de septembre l'année dernière pour pouvoir fonctionner de manière un peu plus structurée. Donc voilà pour l'origine de Savoie Live. Alors Savoie Live, on est une association, donc loi 1901. Notre objet, c'est la sauvegarde, la promotion, la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la culture de la Savoie historique. Donc on fait plusieurs choses. On fait, normalement j'ai un truc, voilà. Donc on fait des expositions. Alors, éphémère ici, on expose quelques-unes de nos œuvres pour l'après-midi, mais on fait des fois des expositions plus longues. D'ailleurs, on est invité à Suse cette année pour exposer pendant un mois au musée de Suse. On fait également des conférences, donc c'est ce que je vais faire ici, et puis on fait aussi des événements sur lesquels on associe un peu plus de patrimoine ou de culture ou de folklore, en faisant aussi bien, on peut faire des duos à la chaudière, on peut faire des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est sur les activités de l'association. Alors, on avance. Donc, je vais essayer de vous raconter cette fabuleuse histoire qui est l'histoire de la Savoie, telle que moi, j'ai pu la découvrir. Et donc, pour démarrer dans cette histoire de la Savoie, on va commencer par ce que j'ai appelé la préface, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans l'Europe à partir bien antérieur à la création de la Savoie. J'ai un premier slide là, qui nous permet de voir quelles sont les civilisations qui vont se succéder sur le territoire, qu'on peut localiser comme le territoire de la Sapodia, peut-être qu'on le disait, qui n'a rien à voir avec le pays du sapin, contrairement à ce qu'on pense. C'est une autre étymologie, mais ça j'en dirai peut-être un peu tout à l'heure. Alors, les premières occupations sur ce territoire, c'est même bien antérieur, parce que j'ai eu le plaisir de relire, alors je sais pas où elle est cachée, Claire, elle est là, voilà. Claire Pitard, qui est derrière vous, là, qui est historienne et qui a écrit un magnifique ouvrage sur la Savoie, sur l'histoire de la Savoie et de ses États. Et donc, elle est remontée jusqu'au Paléolithique, sur les occupations des différentes peuplades sur ce territoire, Paléolithique, Néolithique, et ainsi de suite.
Mais en tout cas, pour comprendre un petit peu, donc, on va avoir ces populations, ces Celtes, hein, ces ethnies celtes ou ligures, qui occupent le territoire. Donc là, c'est moins 800 avant Jésus-Christ, jusqu'à moins 300. Donc là, on a quelques noms hein, de peuples qui étaient sur ce territoire. Donc les Mélules, on connaît bien les Allobroges, hein, c'était pas que l'Allobrogie, c'était une partie qui allait de Vienne jusqu'au bassin lémanique, mais il y avait d'autres peuplades comme les Ceutrons, les Gréoëssel, les Mélules, et puis il y en a d'autres. Donc ça, c'est les premières périodes d'occupation. Ça nous emmène jusqu'à l'arrivée de l'Empire romain, la naissance de Rome, qui vont occuper ce territoire, qui vont chasser ces peuplades, qui sont installées ici, qui vont chasser les Allobroges notamment. Donc il y aura des guerres hein, qui sont racontées d'ailleurs dans la conquête des Gaules par César. Il parle de ces Allobroges hein, qui défendent vaillamment leur territoire. C'était des grands guerriers, effectivement, donc c'était pas facile de conquérir cette partie de l'Allobrogie ou de ce territoire. Donc les Romains, alors l'Empire romain, hein, c'est l'avènement de l'Empire romain, c'est le 1er siècle, hein, là où il est plus grand, et puis il y aura différentes évolutions. L'Empire romain, sa particularité, c'est qu'au départ, il est païen, c'est un héritage grec, hein, ils adorent plusieurs dieux, et puis au fil de leur histoire, vers l'an 300, l'Empire romain va se christianiser, et va finir par adopter la religion chrétienne, notamment après le concile de Nicée, de Constantinople, de Constantin Ier, en 315, je crois que c'est le concile de Nicée. C'est un peu plus tard que la religion chrétienne s'imposera au sein de l'Empire romain. Et donc cet Empire romain, en fait, il va durer jusqu'en 476. Et donc c'est la chute de l'Empire romain, un dernier empereur est déposé par Odoacre, un Ostrogoth. Et donc l'Empire romain va s'effriter, et c'est la disparition de l'Empire romain. Dans l'intervalle, il y a des peuples germains, en dehors de l'Empire romain, qui vont rentrer sur ce territoire de l'Empire romain, notamment poussés par les Huns, hein, qui envahissent l'Europe et qui chassent ces peuples-là. Et donc, il y a un certain nombre de peuples, ce qu'on appelait les invasions barbares hein, au IIIe siècle. C'est ces peuples, en fait, germains qui rentrent dans l'Empire romain, parce qu'ils ont derrière eux, effectivement, d'autres belligérants qui les poussent. Et donc, dans ces peuples-là qui vont venir s'installer dans l'Empire romain, avant que l'Empire romain chute, on a notamment la dynastie des Burgondes. Donc les Burgondes, ils vont arriver vers le milieu du 5e siècle, s'installer sur les bords du lac Léman, pour les mêmes raisons, hein, chassés par les troupes d'Attila. Et donc ils vont venir se réfugier sur les bords du lac Léman, ils vont devenir un peuple fédéré, tel que le faisaient les Romains, hein, c'est-à-dire qu'ils accueillent une nouvelle peuplade, ça devient un peuple fédéré. C'est déjà le cas qui va se produire un petit peu avant, avec Aléric Ier, qui est un Visigoth, qui va défaire Rome. Pardon, j'ai un téléphone qui est... Mon fils, j'ai oublié que... Excusez-moi, hop. Juste le couper. Voilà. Coupe le son, comme ça, je ne serai plus embêté. Pardon. Donc, je disais, les premiers peuples fédérés qui vont s'installer, notamment c'est les Visigoths, hein, après avoir pillé Rome, qui vont venir s'installer dans la plaine d'Aquitaine et former leur royaume visigoth, peuple fédéré romain. Et puis les Burgondes, un peu plus tard, vont venir s'installer également sur les bords du lac Léman pour créer la dynastie Burgonde. Et donc ces rois burgondes vont perdurer à peu près 200 ans, hein, cette royauté. Et puis ensuite, elle va se dissoudre au fil du temps dans le royaume mérovingien. Ça c'est la dynastie naissante, hein, avec Clovis, hein, cette dynastie mérovingienne, hein, qui va, après la chute de Rome, qui va reconquérir toute une partie de la France telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Hein. Donc Clovis, hein, qui est un roi franc. Donc les Francs, ils viennent plutôt de la Belgique. Hein. C'est un peuple germanique également installé un peu aux alentours de la Belgique. On dit bien les rois francs, parce qu'il y avait plusieurs peuples francs, chacun avait un roi. Et puis donc Clovis a essentiellement unifié les Francs. Alors sa manière d'unifier les Francs, c'est que surtout il va faire exécuter les autres rois. Et donc il restera le roi franc. C'est-à-dire c'est un stratège et un conquérant. Et donc Clovis va reconquérir une grande partie du royaume, enfin de l'Empire romain, qui était basé sur le territoire actuel de la France. Et donc Clovis, il va d'ailleurs être marié avec une princesse burgonde. Hein. Donc il y a une alliance qui va se faire entre les Burgondes et puis les Mérovingiens. Voilà, ça n'empêchera pas quand même que les Mérovingiens finiront également par tuer certains rois burgondes à un moment donné, malgré les alliances. Et donc cette dynastie des Mérovingiens
Donc son apogée, c'est Clovis, hein, puis à la mort de Clovis, comme le veut la loi slavique, hein, le royaume est divisé entre les enfants. Donc on a cette puissance unifiée qui va se fragmenter et qui va se diluer à travers les successeurs de Clovis. Et puis cette dynastie des Mérovingiens, elle va finir par être remplacée par une nouvelle dynastie naissante, les Carolingiens. Et donc dans les Carolingiens, on va avoir donc, Pépin le Bref, mais surtout Charlemagne, qui va faire pareil, créer un empire, hein, parce qu'il finira par être couronné empereur. Charlemagne sera couronné empereur à Rome, et donc créera cet empire carolingien. Et donc, dans la fin de cette dynastie carolingienne, hein, au Xe siècle, on est dans une période un peu trouble, hein, à la fois il y a des invasions vikings, et puis il y a aussi un peu une fragmentation de ce pouvoir, et donc cette dynastie va un peu s'éteindre, et on a des... Donc vous avez ici au Xe siècle une représentation sur la carte ici des différentes puissances. Alors on a, vous voyez ici, on a le royaume de Bourgogne. Alors pas confondre avec les Burgondes. Le royaume de Bourgogne, j'ai dit la Burgondie, hein, elle va s'éteindre vers le VIe siècle à peu près, elle va être diluée dans l'empire mérovingien, mais va naître à partir de 888. Dans cette dynastie mérovingienne qui s'effrite, une nouvelle puissance va naître, des rois frondeurs. Donc Bossuet va se déclarer roi de Provence, et puis on va avoir également un nouveau roi qui va être intronisé, c'est le roi de Bourgogne. Et donc il va créer le royaume de Bourgogne. Alors le royaume de Bourgogne, il va s'étendre, il va de Langres jusque dans le sud. Alors on l'appelle aussi le royaume d'Arles dans les livres d'histoire, c'est également la même chose. Et donc, ce royaume-là, il va avoir un rôle important dans la naissance à venir de notre histoire. Et donc, dans cette organisation-là, on est dans ce Xe siècle, donc va naître une nouvelle puissance importante en Europe, c'est le Saint-Empire romain germanique. Et donc, on a Othon Ier en 962 qui va constituer donc, le Saint-Empire romain germanique qui est reconnu par Rome. Par le pape, il sera consacré empereur à Rome. Et donc cette puissance que vous avez en rouge là, elle fédère autour d'un empereur, tous ces duchés, comtés, royaumes sont liés derrière un empereur. Et donc c'est une grande puissance européenne qui naît. En face, il y a deux grandes puissances, en fait, il y a la papauté et le Saint-Empire, qui va durer jusqu'au XVe siècle, le Saint-Empire. Et donc dans cette Europe qui se recompose en 960, on a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la création de ce royaume de Bourgogne, donc 888-1032, donc c'est à la mort de Charles III, Charles le Gros, dernier roi, enfin pas dernier roi, mais voilà, cet empire carolingien qui est en train de traverser un peu une crise, et donc ces rois frondeurs qui vont se constituer, et donc on a Rodolphe Ier qui va devenir, s'érigé en roi de Bourgogne en 888, par le concile d'Agone. Alors j'en dirai un mot tout à l'heure. Agone, c'est une place religieuse forte dans le Valais suisse, un lieu de chrétienté important, et bien sûr, que j'ai fait avec la règle de l'Église dans cette Europe qui est devenue chrétienne. Et donc c'est la naissance de ce grand royaume. Et ce royaume, il va perdurer pour finir le royaume d'Arles, à partir de 933, j'en parlais tout à l'heure, et puis il va continuer jusqu'à Rodolphe III, qui est le dernier roi de Bourgogne, qui va mourir sans succession. Et donc, un peu de temps déjà auparavant, le royaume de Bourgogne il est fédéré au Saint-Empire romain germanique, et donc à la mort de Rodolphe III, le royaume de Bourgogne revient de facto à l'empereur. Et donc c'est à ce moment-là que va naître la maison de Savoie, en 1032, à la mort de Rodolphe Ier, le Saint-Empereur, Conrad, va donner donc à Humbert au Blanchemin le comté de Maurienne. Donc on va avoir une constitution d'un nouvel ensemble politique, en tout cas, qui s'appelle le comté de Maurienne au départ. Alors bien que les Humbert soit originaire du Bugey, souvent on pense qu'il est originaire de Maurienne, mais non, c'est plutôt du Bugey. Et donc c'est le premier fondateur de la maison de Savoie, et donc qui va former la lignée des Humbertiens, c'est la naissance donc, du comté. Alors ça ne s'appelait pas encore la Savoie à ce moment-là, au départ c'est le comté de Maurienne. Donc 1032, Humbert au Blanchemin, donc il est fondateur millénaire de la maison de Savoie, il est comte d'Aoste, comte du Bugey, comte du Chablais, il possède des terres en viennois et autorité sur l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone. Donc c'est le démarrage de la maison de Savoie en 1032. Alors,
je ne vais pas vous égrener tous les souverains, hein. Je vais essayer de retenir des éléments un peu saillants de cette longue histoire. Alors vous avez ici une représentation du territoire dont je viens de vous parler, à la naissance donc, du comté de Maurienne, hein, au XIe siècle. Donc les premières terres qui sont administrées par le comte de Savoie. Un des rôles, en fait, hein, pourquoi cette maison de Savoie est créée, pourquoi on crée ce comté de Maurienne, c'est qu'une des missions de cette dynastie, hein, c'est d'assurer le libre circulation et la sécurité des cols des Alpes. Les marchandises transitent par ces cols pour approvisionner les grandes foires en Europe. Et donc, c'est un endroit, il faut savoir qu'il y avait les Sarrasins un peu de temps dans ce 9e siècle, hein, dans les Alpes. Et donc, il fallait sécuriser, c'est une des missions principales, c'est de garantir la sécurité de transit des marchandises et de pouvoir circuler librement par les différents cols. Et donc, si j'avance un petit peu dans la dynastie de la maison de Savoie, cette petite dynastie naissante va se développer aussi dès le démarrage, beaucoup par alliance. Hein. C'est une manière de construire un petit peu les pays. Hein. Donc on essayait de marier, de faire des mariages stratégiques. Et ça va être le cas, donc c'est le Othon de Maurienne, qui est le deuxième fils de Humbert ou Blanchemin, qui va donc, avant qu'il soit lui-même nommé comte de Maurienne, comte de Savoie, qui va se marier avec Adélaïde de Suse. Adélaïde de Suse, c'est une puissance donc, dans le Piémont, le marquisat de Suse. Et donc elle est veuve déjà pour la deuxième fois, Adélaïde de Suse, elle a 23 ans, et donc elle va être mariée avec Othon de Maurienne. Et donc cette alliance va faire rentrer dans la maison de Savoie les premières possessions en Piémont. Donc Turin, Pignerol, Suse vont rentrer dans les possessions de la maison de Savoie à partir d'Humbert ou Blanchemin. À partir de Othon de Maurienne, pardon. Et puis ensuite, Othon accédera lui-même au titre de comte de Savoie, la mort de son frère en 1023, en 1051, pardon. Et il prendra le titre de troisième comte. Alors, on le voit, hein, le comte de Maurienne. Ça, c'est l'étendard, vous l'avez là-haut. Hein. Cet étendard-là, c'est l'étendard originel de la maison de Savoie. C'est un étendard hérité du Saint-Empire. Le Saint-Empire, c'est le même étendard avec un aigle bicéphale, hein, un aigle à deux têtes. Et donc, la maison de Savoie, elle, a adopté, avec l'accord du Saint-Empereur, hein, ces armoiries-là, qui sont une armoirie qui est en filiation avec ce Saint-Empire. On verra que ça va changer un peu après avec le temps. Et donc, les nouvelles possessions qui rentrent avec Othon, hein, donc on voit cette extension, et puis notamment l'entrée du Mont-Cenis hein, dans l'école qu'il faut contrôler, hein, qui maintenant rentre dans les possessions de la maison de Savoie, avec le marquisat de Suse. Alors on avance un petit peu également. Alors, Pierre Ier, qui est le fils de Othon de Maurienne et de Adélaïde de Suse, donc Pierre Ier, il va se voir remettre un symbole fort qui était utilisé par les rois de Bourgogne. C'est une relique de Saint-Maurice d'Agone. Et donc il va se voir remettre l'anneau de Saint-Maurice, qui est le symbole de la transmission du pouvoir, de la translation de l'anneau. Rien à voir avec la cellule des anneaux, quoique, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc ça montre effectivement, encore une fois, alors bien sûr tout ça c'est aussi des discussions et des négociations, hein, puisque le Saint-Empereur qui veut se rendre dans des terres en Italie doit passer par la Savoie, donc il demande un comte de Savoie et des négociations qui sont faites. En contrepartie, ben, on va octroyer notamment une partie du... Voilà. Je ne vais pas revenir. Je vais trop vite. Voilà. On va octroyer également une nouvelle partie territoriale en donnant justement des terres dans le Valais autour de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone en échange de bons procédés. Et puis également la sœur de Othon de Maurienne, s'appelle Berthe, elle va être mariée avec le futur empereur du Saint-Empire romain germanique qui est Henri IV. Et donc voilà, c'est des alliances, c'est de la famille, donc il y a aussi des connivences dans ce sens-là. Et donc je dis un mot sur l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone pour comprendre le lien et l'importance qu'a Saint-Maurice d'Agone avec l'histoire de la Savoie. Saint-Maurice d'Agone, ça remonte en fait à la fin du IIIe siècle. On est dans l'Empire romain, encore païen, et donc sous l'empereur Dioclétien. Dioclétien a constitué une organisation politique. On est juste après les invasions barbares. Dioclétien, c'est un peu lui qui va justement reconsolider l'Empire romain. Et donc il va mettre en place un système particulier, il va créer une tétrarchie. Donc c'est une gouvernance à 4 têtes,
Donc c'est lui l'empereur suprême, mais il va nommer d'autres Césars, hein. Maximien, César de Dioclétien, qui administre une partie de l'Empire. Et donc l'Empire est géré comme ça par quatre entités. Et dans ce IIIe siècle, Maximien, qui commande une partie de l'empereur, de l'Empire, envoie des troupes dans le nord de l'Europe pour réprimer des émeutes qui sévissent sur l'Empire. Et puis ces troupes font étape à Agone, donc c'est dans le Valais suisse, hein, Saint-Maurice, dans le Valais suisse actuel. Et lorsque les troupes sont séjournées à Agone, Maximien, qui commande les légions romaines, décide de faire un sacrifice à Jupiter. Et donc il s'agissait donc de tuer les chrétiens en offrande à Jupiter. Et dans les troupes romaines qui sont avec Maximien, il y a les troupes de Maurice. Maurice, c'est un commandant romain. Alors c'est un copte qui commande une troupe romaine qui vient d'Égypte, et ces coptes sont chrétiens. Et donc ils refusent d'exécuter cet ordre, et donc en représailles, ils vont être passés par les armes, tous. Toute la troupe de Maurice va être exécutée, jusque lui. Il sera exécuté, et c'est cette exécution qui laissera un traumatisme dans la conscience chrétienne et qui donnera naissance au martyr de Saint Maurice d'Agone. Et donc c'est plus tard, au VIe siècle, sous l'initiative du roi burgonde Sigismond, que va être créée l'abbaye de Saint Maurice d'Agone en l'honneur de ce martyr, mort par ses propres compagnons d'armes, pour avoir défendu des valeurs chrétiennes qui étaient de ne pas tuer des chrétiens au nom de Dieu païen. Et donc l'abbaye de Saint Maurice d'Agone va être érigée par ce roi burgonde, Sigismond, et sera instaurée donc la louange perpétuelle de Saint Maurice d'Agone. Ça deviendra un lieu de pèlerinage important dans cette Europe entre le 5e et le 10e siècle. Les puissances européennes, les chrétiennes, viendront en pèlerinage à Agone jusqu'au Xe siècle. Ça sera un lieu important de la chrétienté en Europe. Et donc, cette abbaye, qui est une abbaye puissante, puisqu'on a vu que c'est elle qui va nommer ce nouveau roi de Bourgogne en 888, et bien cette abbaye d'Agone, elle va tomber dans l'escarcelle de la Savoie au moment de la création de la Savoie. Il y aura bien une petite bataille en fait, pour l'acquérir définitivement, mais elle rentrera donc en lien avec la maison de Savoie. Et donc on va continuer à donner comme ça, à travers l'anneau de Saint-Maurice qui est remis donc, à Pierre Ier, on va continuer à affirmer la position de la Savoie sur cette abbaye de Saint-Maurice d'Agone. Donc voilà l'origine et le lien avec Saint-Maurice d'Agone et pourquoi c'est important dans la maison de Savoie. Alors, j'avance un petit peu dans nos premiers siècles, là. Et donc, quand je me suis intéressé à l'histoire de la Savoie, j'étais à des années-lumière d'imaginer que nos souverains avaient participé aux croisades. Voilà. Donc, en l'occurrence, Amédée III. Donc, Amédée III, dit le brave, comte de Savoie. Alors, c'est également, Amédée III, c'est le premier qui va se dénommer comte de Savoie. On va commencer à voir apparaître cette dénomination Savoie sous Amédée III. Il y a un document qui porte son sceau, dans lequel il signe comte de Savoie. Et sur son sceau, pour la première fois, on voit apparaître également un pennon, c'est un drapeau avec une croix. Puisqu'on l'a dit au départ, c'était plutôt l'aigle. Et là, on a ces premières références à la croix qui apparaissent dans les armoiries de la Savoie. Donc, Amédée III va se joindre à cette deuxième croisade auprès des autres grands souverains d'Europe. Et donc, il partira avec d'autres seigneurs de Savoie mener cette croisade au Moyen-Orient. Donc il emmènera les troupes jusqu'à Damas, il combattra à l'avant-garde de cette croisade, et puis il finira par tomber malade, et puis sur le retour, il s'arrêtera à Chypre, et malade, il décédera à Chypre, il sera enterré à Chypre. Et donc Amédée III, c'est premier souverain qui va participer à cette deuxième croisade. Et c'est à partir de cet engagement-là que des choses vont commencer à changer justement pour l'étendard de la Savoie. Alors c'est pas mécanique, c'est pas à partir de là qu'on change l'étendard, mais il y a quand même des premières références à ce nouvel étendard de gueule à 3 d'argent qu'on connaît tous aujourd'hui pour représenter la Savoie. Et je vais en dire un petit mot en fait sur cet étendard. Alors, on n'a pas d'explication très précise, ou en tout cas avec certitude pour dire voilà pourquoi on a changé
d'étendard, à quel moment on l'a fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on va changer au fil du temps. Il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir. C'est que ce premier étendard, c'est déjà l'étendard de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, il a été fondé en 1070, 1070, et donc c'est cet étendard-là qu'on connaît. D'ailleurs, vous avez ici, dans cette peinture que je vous ai mise, qui est une peinture du 19e siècle, qui illustre la prise de Saint-Jean d'Acre par Mamelouk en 1291. Dans cette peinture, hein, ça ne vous aura pas échappé qu'on a quand même des combattants là, avec des étendards hein, qui nous parlent en tout cas. Et donc ça, c'est effectivement l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et donc il y a un autre élément dans les attributs de l'identité de la Savoie qui va apparaître au fil du temps, c'est la devise de la maison de Savoie, c'est la devise FERT, F-E-R-T. Et donc cette devise, on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut dire. Alors il y a eu beaucoup de légendes et d'hypothèses qui disent que c'est la traduction du latin, hein, cet acronyme, hein, Fortido Eius Rodel Tenu, par sa force il tenait Rhodes, qui fait référence donc à un acte de bravoure qui aurait été fait par un souverain de Savoie pour défendre la ville de Rhodes contre les invasions, et que c'était suite à ce fait d'armes qu'on aurait donné les armoiries de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à la Savoie. On sait que ça c'est faux, parce que ce qui fait référence à cette période-là, à cet acte-là, en fait le souverain ne pouvait pas être présent, était sur un autre théâtre d'opération, donc il n'a pas pu défendre Rhodes à ce moment-là. Donc on sait que ça c'est pas l'explication, la traduction de cet acronyme FERT. Vraisemblablement, FERT est plutôt une devise qui est associée à l'ordre chevalier, et FERT c'est également participe passé latin de porter, donc ceux qui portent leur courage, ceux qui portent la croix, voilà, ceux qui portent, voilà. Donc ça serait plus en lien avec ce mot, et non pas un acronyme, hein, mais avec ce verbe porter, qui ferait référence à cette devise de la maison de Savoie. Et puis il y a un autre élément également que je vous montre, ça c'est l'armoirie de l'abbaye de Saint-Maurice-des-Rhônes. Et donc vous voyez qu'il y a quand même une filiation qui est assez évidente, hein, donc, avec un étendard de gueule et une croix tréflée, hein, donc cette croix avec les bouts tréflés pour l'abbaye de Saint-Maurice-d'Agaune, Saint-Jean de Jérusalem qui deviendra les attributs de la Savoie, et puis le drapeau suisse, hein, qui est aussi très proche de tout ça, quoi. Alors bon, comme je le disais, on n'a pas une explication précise documentée dans un ouvrage qui nous dit voilà, tel jour à telle heure on a changé de drapeau pour telle raison, mais néanmoins tous ces faits, on arrive à les découper, à les recomposer avec ces éléments historiques. Voilà. Donc voilà pour un petit peu le changement de drapeau. Mais c'est surtout, on le verra un peu plus tard, hein, c'est surtout Amédée V qui entérinera une bonne fois pour toutes le changement des armoiries de la Savoie, en adoptant le drapeau de gueule à croix d'argent. Et donc, si on regarde un petit peu également, donc là on est sur Amédée IV, hein, alors on battait monnaie en Savoie, hein, donc le comté, je l'ai dit, hein, le comté il a inféodé une puissance supérieure qui est le Saint-Empire romain germanique, mais il avait une latitude administrative, il battait monnaie et rendait sa justice sur son territoire. Et donc on a Amédée IV qui va créer beaucoup d'ateliers monétaires et qui va frapper des pièces de monnaie. Alors on a dans la vitrine, là-bas, il y a une pièce qui date de 1301, c'est la plus vieille qu'on ait dans notre collection. Mais on retrouve comme ça pas mal de pièces qui ont été frappées en Savoie au fil du temps. Donc il va créer, développer des ateliers monétaires sur le territoire, hein, tel que c'est marqué ici. Et puis sur ces pièces, hein, on voit apparaître cette devise Amédée comte Savotia, donc Amédée comte de Savoie, également sur ces pièces. Alors, on est dans ce début du XIIIe siècle, là, et on a parlé de l'alliance qui s'est faite entre la maison de Savoie et donc le Piémont, par le mariage Adélaïde de Suse, mais il y a une autre volonté de créer une alliance avec les Plantagenets. Les Plantagenets, c'est la dynastie régnante d'Angleterre, hein, donc les rois d'Angleterre, et donc les Plantagenets et les Savoie veulent s'unir dans une alliance, et pour sceller cette alliance, il y a un mariage on cherche à établir un mariage. Alors le premier mariage ne pourra pas se faire, parce que la prétendante, la demoiselle de Savoie qui était se marier avec le roi d'Angleterre va décéder avant que le mariage puisse avoir lieu. Mais pour finir, c'est en 1636 que ce mariage va avoir lieu avec Aliénor de Provence. Aliénor de Provence, c'est la fille de Béatrice de Savoie, donc, qui est la sœur du comte de Savoie, hein, qui est mariée avec Robert Béranger, qui est le comte de Provence. Et donc, elle va devenir comtesse de Provence, Béatrice de Savoie. Et elle aura 4 filles, et ces 4 filles seront toutes mariées avec des rois.
Et donc Aliénor de Provence va être mariée donc, avec Henri III, roi d'Angleterre, en 1236. Donc dans un mariage somptueux hein, qui sera célébré dans l'abbaye de Canterbury et ensuite avec une fête donnée à Westminster. Et donc, alors j'ai fait une illustration, on n'avait pas d'appareil photo à l'époque, mais j'ai fait une petite illustration avec les intelligences artificielles pour essayer de vous donner une représentation de cette histoire. Voilà, donc Aliénor de Provence, elle est mariée à l'âge de 12 ans hein, avec Henri III, roi d'Angleterre. Je l'ai dit dans un mariage assez somptueux, qui est parfaitement raconté dans un ouvrage qui est écrit par Darren Baker, qui est un historien anglais, qui écrit beaucoup sur la maison de Savoie. C'est marrant, c'est qu'on enseigne plus l'histoire de la Savoie en Angleterre qu'ici. Il y a plusieurs historiens que je connais qui sont spécialistes de la maison de Savoie en Angleterre, et c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, ce mariage aura lieu, et donc ça créera une alliance très forte. Alors cette alliance aussi, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que cette alliance, c'est pour se prémunir du royaume de France quand même. Hein. C'est pour ça que cette alliance est faite. Hein. Donc l'Angleterre cherche à créer une alliance avec un pays au sud du royaume de France, donc en l'occurrence la Savoie ou le royaume de Provence. Et donc c'est essentiellement aussi pour tisser des liens et se préserver des velléités du royaume de France. Alors ça c'est une correspondance qui a été écrite donc, par Henri III et qui a été adressée donc, à Amédée IV. Et donc cette correspondance en latin, donc c'est un historien anglais qui me l'a partagé et qui m'en a donné la traduction. Alors bon, j'ai fait une mise en scène, mais le texte est vrai, hein, et je vous ai donné une traduction ici qui vous permet de voir un petit peu la nature des échanges et de toute cette bonne volonté pour continuer à maintenir des échanges et à tisser une alliance solide entre ces deux dynasties, donc les Plantagenets et les Savoie. Voilà. Donc c'est assez intéressant de pouvoir découvrir ce type d'ouvrage. Et tout ça, ça va avoir des conséquences, bien sûr, puisque du fait qu'on est maintenant dans les comtes de Savoie ont une nièce qui est reine d'Angleterre, ça serait une grande reine, hein, Eleanor de Provence. Hein, ça serait une reine qui sera adorée en Savoie, elle aura un impact, en Angleterre, pardon, elle aura un impact majeur, hein, elle embrassera sa fonction et elle aura un impact significatif sur le fonctionnement en Angleterre, elle sera effectivement fidèle à son roi. Et on va avoir comme ça les souverains, les oncles de cette dynastie qui vont aller à la cour d'Angleterre. Déjà pour le mariage, mais par la suite, donc Pierre II, par exemple, va se rendre en Angleterre. Et donc il va y avoir des échanges qui vont être faits. Alors Pierre II va combattre aux côtés du roi d'Angleterre, ou pour le roi d'Angleterre, il va combattre en Écosse et ainsi de suite. En retour, il lui sera donné d'ailleurs des titres et des possessions, hein, donc il va posséder des châteaux, il sera comte des Sexes, si je ne m'abuse, et puis on va lui donner une concession à Londres qui s'appelle le quartier savoyard. Et en fait, c'est là où a été érigé par la suite l'hôtel Savoie, hein, à Londres. Alors il a été déplacé depuis parce qu'il y a eu une autre construction, mais ce quartier, c'était le quartier des Savoyards, hein, le quartier de la Savoie, ce qui d'ailleurs donne un peu de courroux dans la bourgeoisie et l'aristocratie anglaise, hein, qui voyait quand même tous ces seigneurs de Savoie venir à la cour d'Angleterre. Mais il y aura des échanges importants qui seront faits dans les deux sens. Alors, Pierre II, qui a beaucoup échangé avec la couronne d'Angleterre, lorsqu'il va prendre le titre de comte, va appliquer à son territoire des choses qu'il a vues en Angleterre. Notamment, il va créer les bailliages, qui est une nouvelle organisation hein, pour administrer son comté. Et puis, il va continuer également à développer son territoire avec, en direction de Genève, Pays de Vaud et dans le Haut-Bugey. Et donc, ces échanges, c'est aussi des échanges bilatéraux qui vont être faits, puisqu'on va avoir... alors, je vous montre un petit peu l'extension dont on parlait. Hein. Donc, voilà, sous le XIIIe siècle, un petit peu l'extension. Hein. Bourg-en-Bresse, par exemple, c'est une ville qui appartenait à la maison de Savoie. Hein. La cathédrale de Brou a été érigée en l'honneur d'un comte de Savoie qui est décédé. Donc ça, on ne le sait pas forcément, mais effectivement, la Savoie montait jusqu'à Brest. Hein. Et puis jusqu'à Fribourg, hein, également tout le pays de Vaud, là, qu'on voit ici. Et donc, je disais, il y a des échanges bilatéraux qui se font. Et notamment, ça c'est un autre historien qui s'appelle John Marshall, qui a fait un travail assez intéressant sur l'influence des bâtisseurs savoisiens dans la construction des châteaux dans le nord du pays de Galles. On était des bâtisseurs, on avait des grands bâtisseurs en Savoie. On a bâti d'ailleurs beaucoup de choses sur la Riviera à côté suisse actuelle, hein, si vous allez vous promener, Villeneuve, Chillon. Bon.
j'en passe, hein, sont des ouvrages à Nyon également, le château, enfin voilà, Morges, il y a plein de choses qui ont été construites par des bâtisseurs savoisiens. Et donc nos bâtisseurs vont également aller construire des châteaux pour le roi d'Angleterre, dans le nord du Pays de Galles. C'est ce que John Marshall présente dans son ouvrage. Voilà. Donc c'est des échanges qui se font un peu dans les deux sens. Alors on avance un petit peu, donc Amédée V, j'en parlais tout à l'heure, donc pour vous donner un aperçu, donc comme je le disais, hein, cette vocation de contrôler l'école et d'en assurer la sécurité. Donc Amédée V, hein, il contrôle quasiment toute l'école, les passages alpins, hein, il a mentionné le petit et le grand Saint-Bernard, il a également les routes du Saint-Cloud hein, qu'il maîtrise, puisqu'on lui a donné une partie du Valais auparavant, et donc il a comme ça une maîtrise complète. C'est ce qui va aussi donner la richesse hein, à la Savoie, puisque ces terres de passage sont des endroits où on prélève une taxe pour le passage des marchandises. Hein. C'est ce qui va créer aussi la richesse de ce territoire. Hein. C'est le fait d'avoir des zones passantes et qu'on va pouvoir taxer au fil du temps. Et puis, je l'ai dit, Amédée V, vous avez ici donc le sceau d'Amédée V. Donc, il y en a un exemplaire, j'ai un exemplaire du sceau d'Amédée V qui est un facsimilé. Et donc, dans son sceau, on voit qu'effectivement, les armoiries définitives hein, de la Savoie, telles qu'on la connaît, hein, de gueule à croix d'argent, qu'on retrouve dans le grand sceau d'Amédée V. Et donc, on parlait tout à l'heure de cette devise Ferte. Voilà. Et donc, cette légende, elle dit que cette devise, ça serait donc Amédée V hein, qui aurait été sauvé de la ville de Rhodes, assiégée par les Ottomans. C'est pour ça qu'on sait que c'est faux, parce qu'à ce moment-là, à cette période-là, en 1315, Amédée V, il n'était pas du tout à Rhodes, et on sait que c'est pas possible que ces pu se produire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ça le côté. Alors, j'avance un petit peu dans nos Amédées. Il y a beaucoup d'Amédées dans la dynastie de Savoie, hein. Mais on va aller jusqu'à Amédée VI, là on a une grande série. Amédée VI dit le comte vert. Et donc, ce souverain, ce qui est significatif, c'est qu'on est dans une période, alors l'Empire romain, j'ai dit l'Empire romain, il va disparaître, l'Empire romain d'Occident va disparaître en 476, mais va rester l'Empire romain d'Orient, ce qu'on appelle l'Empire byzantin. C'est Constantin qui va organiser l'Empire avec deux capitales, et qui créera la capitale de Constantinople en 310, hein, qui s'appelle Istanbul maintenant, et donc il créera donc l'Empire romain d'Occident, d'Orient, donc l'Occident c'est Rome, l'Empire romain d'Orient, et donc l'Empire romain d'Orient c'est également l'Empire byzantin, on entend souvent parler sous ce nom-là. Et donc on est à une période où l'Empire byzantin, lui, continue, hein, il ne s'est pas effondré avec l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain l'Empire byzantin continue à exister, c'est un empire chrétien, et donc il est menacé par les Ottomans et par les Bulgares. Et donc à ce moment-là, Constantinople est assiégée et on a le pape qui aimerait mobiliser une croisade pour aller délivrer l'empereur byzantin, mais ça ne passionne pas beaucoup les souverains d'Europe. Et donc c'est Amédée VI, qui est cousin avec l'empereur byzantin, qui va prendre la tête de la Ligue de 1366. Et donc cette Ligue de 1366 qui vise à aller délivrer donc, Constantinople. Et donc le roi de Chypre se joindra donc, avec Amédée V qui prend la tête de ses troupes. On a le roi de Hongrie, la flotte génoise, et le roi de Chypre qui vont aller comme ça donc, récupérer des terres aux Turcs et aux Ottomans. Alors ils réussiront à délivrer l'empereur byzantin, le récupérer qui était prisonnier des Bulgares. Ils récupéreront également Gallipoli, donc dans le détroit des Dardanelles, des terres, pour un certain temps, parce qu'elles seront reprises peu de temps après également par les Turcs et les Ottomans. Mais donc, notre Amédée VI, là, donc, ce qui est assez marrant, en tout cas surprenant pour moi, quand je me suis plongé sur l'histoire, c'est de voir qu'on allait intervenir comme ça, en Turquie, au Moyen-Orient, on partait avec des bateaux. Enfin, j'étais loin de m'imaginer de tout ça, vu de nos montagnes, qu'on pouvait être comme ça une puissance européenne qui côtoyait les autres grandes puissances au même titre. Et donc, notre Amédée VI, il a également créé un ordre chevalier. Donc, c'est lui le fondateur des ordres chevaliers de Savoie. Alors, il y a un premier ordre qui va être créé, c'est l'ordre du Cygne Noir. Et puis, il va vite être transformé, cet ordre chevalier, en l'ordre de chevalier du Collier. Donc, en 1362, on va voir la création de l'ordre de chevalier du Collier, qui est un ordre chevaleresque savoisien. Et donc, cet ordre chevalier, alors vous avez ici des armoiries de cet ordre chevalier, des différents seigneurs qui officiaient dans cet ordre chevalier, c'est-à-dire les armées
au seigneur, bien évidemment, d'être chevalier. Et donc cet ordre chevalier, en fait, il va évoluer 3 fois, enfin 2 fois, hein. Donc il est créé en 1350, ensuite il va être transformé en 1362, l'ordre du collier, et puis enfin il sera transformé une dernière fois en 1518. Donc en 1518, on va avoir une transformation, et ça deviendra l'ordre d'un chevalier de la très sainte Annonciade. Et donc cet ordre chevalier existe toujours, hein. Et chevalier de l'Annonciade. Et donc là vous avez ici les armoiries des seigneurs, et donc c'est Charles II qui transformera cet ordre chevalier. L'ordre du collier deviendra l'ordre de la très sainte Annonciade, et on ajoutera donc dans cet ordre chevalier qui est matérialisé par un collier, hein, le collier de l'Annonciade, ou l'ordre du collier, puisqu'il portait un collier justement avec la devise verte. Et donc on ajoutera dans ce collier le médaillon de l'Annonciation de la naissance de Dieu, avec la Vierge Marie et l'ange Gabriel. Voilà. Donc là vous avez la distinction, hein, de cet ordre chevalier. Donc on remettait à ces chevaliers ce collier de l'Annonciade, un collier en or, hein, qui est composé, donc, je ne sais plus, mais il y a autant de segments, je crois que c'est 12 segments qui composent un par seigneur, en fait, hein, parce que, voilà, et dans ces segments, vous avez la devise verte et le nœud de lac d'amour, qui est le nœud de lac, qui est ce nœud qui fait partie des attributs de la Savoie. Hein. Si vous tirez sur les bras, plus vous tirez, plus ça se serre. Voilà, qui est un symbole de l'union et de la force. Et donc, vous avez ces colliers comme ça qui alors, on a failli faire l'acquisition d'un collier, une vente aux enchères, mais là, ça nous est passé sous le nez. Il devait être rendu normalement, hein, quand le chevalier décédait, on devait rendre ce collier. Voilà. Donc, pour la petite histoire des ordres chevaliers. Et donc, cet ordre chevalier aujourd'hui, je l'ai dit, existe encore. C'est un des rares ordres chevaliers européens qui existe toujours. Il est aujourd'hui propriété de l'Italie. Et le dernier à avoir été couronné, c'est le prince de Monaco, des mains du pape. Voilà, bon, ça n'a plus grand chose à voir avec l'origine. Alors, après notre Amédée VI, on va aller vers son fils. Donc, Amédée VI, le comte vert, on va aller vers Amédée VII, le comte rouge, qui change de couleur. Et donc, ce qui est intéressant ici, si vous regardez, hein, vous voyez qu'on va être effectivement comme ça, des fois alliés, des fois opposés aux puissances. En l'occurrence, là, Amédée VI était un allié du roi de France. Hein. Il ira guerroyer en Flandre pour Louis II, à la demande du roi de France. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une citation ici d'un combat, et on fait référence aux troupes d'Amédée VII, et on dit voilà 700 lances de purs Savoisiens. Hein, donc, qui combattaient en Flandre pour le roi de France auprès de Louis II. Et donc on voit comme ça effectivement le rôle que peuvent avoir ces souverains, hein, dans cette Europe qui se construit auprès des autres grandes puissances comme étant une puissance intervenante. Et puis il va y avoir un acte également important dans le règne d'Amédée VII, c'est 1388. 1388, on est dans un moment où la ville de Nice et une partie de la Provence appartient au royaume de Naples. Et donc il y a une succession qui va se faire au niveau de ce royaume. Et il est question donc les terres qui appartenaient au royaume de Naples, une partie, soit donnée aux Angevins, au comte d'Anjou, à la famille d'Anjou, pardon. Et ça hésitait entre une autre dynastie qui est plutôt du côté de la Serbie, hein, par là-bas. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait la faveur va partir vers la famille d'Anjou, et Nice n'a pas du tout envie de rejoindre cette dynastie qui est proche du royaume de France. Et donc on va avoir un acte, en 1388, la ville de Nice va se mettre sous la protection de la maison de la Savoie et va demander donc, va faire ce qu'on appelle un acte de dédition, hein, demande à rejoindre la maison de Savoie. Et donc c'est une opportunité également, hein, pour Amédée VI d'accueillir effectivement un accès à la Méditerranée à travers Nice et de consolider comme ça l'étendue de son territoire. Et donc à partir de 1388, Nice fait partie de la maison de Savoie et rentre dans les propriétés de la maison de Savoie. Il en restera jusqu'en 1860. Alors, si on avance encore un petit peu sur nos souverains, voilà, je parle de la dédition de Nice, c'était il n'y a pas longtemps, oui, non, c'est un peu plus longtemps. L'anniversaire, c'était le 28 septembre, effectivement, où vous avez cette dédition, hein, je disais, donc ce conflit opposant la maison d'Anjou, Sicile, à celle des Duras, hein, pour le trône du règne de Sicile, qui va pousser donc les Niçois à se demander protection
donc auprès de la maison de Savoie. Voilà. Donc 1388, c'est l'édition. Cela dit, la maison d'Anjou va quand même revendiquer les droits sur Nice pendant un certain temps, et ça se démêlera in fine sous Amédée VIII un peu plus tard. Et il y a une convention qui sera signée entre le duc Amédée VIII et Yolande d'Aragon pour définitivement faire que Nice, administrativement parlant, juridiquement parlant, soit bien rattaché à la Savoie. Mais c'était quand même déjà le cas depuis 1380. Donc pour l'acquisition, en tout cas l'extension territoriale. Et donc, notre comte rouge, qui est un passionné de chasse d'ailleurs, va décéder des suites d'une blessure à la chasse, il va avoir un accident de chasse, qui mourra vraisemblablement du tétanos. Et donc c'est son fils Amédée VIII qui va lui succéder. Alors il est très jeune, à la mort de son père, et donc il ne va pas pouvoir régner tout de suite. Il va être surtout, il va y avoir des régences qui sont notamment opérées par la noblesse en Bourgogne. Mais Amédée VIII va quand même finir par s'imposer, enfin en tout cas sa majorité, reprendre les rênes de son comté. Et la première chose qu'il va faire, Amédée VIII, en 1401, il va acquérir les droits sur le Genevois. Jusqu'à maintenant, Genève ne fait pas partie encore de la maison de Savoie, il y a les comtes de Genève, le comté de Genève, et donc là, il y a un peu un déclin au niveau de ses comptes, il n'y a plus de succession, et donc Amédée VIII va racheter le comté du Genevois. Mais ne pas confondre, c'est dans le comté du Genevois, la ville de Genève, elle va rester indépendante, notamment par son clergé qui tient la ville et qui garde une autonomie fonctionnelle et administrative. Mais le comté de Genève, le comté de Genevois, pardon, va faire partie de la maison de Savoie à partir de 1401. Ça deviendra d'ailleurs un apanage, c'est-à-dire qu'il va le donner à son fils. Et ce sera donc un apanage, c'est son fils Philippe de Savoie qui administrera le comté de Genevois. Et donc Amédée VIII, qui est le 19e comte de la maison de Savoie, va également profiter, en tout cas, du schisme chrétien qui est en train de sévir dans cette période-là. Et donc, dans ces tensions qu'il y a au niveau de la chrétienté, avec plusieurs papes qui se revendiquent chefs de l'Église, on a donc le Saint-Empereur du romain germanique qui veut régler un peu ces conflits de succession et de papes. Et donc, il s'en va rendre visite au pape à Avignon, et ainsi de suite. Et sur le retour, en fait, il va être invité par Amédée VIII. Et Amédée VIII va négocier en fait, auprès du Saint-Empereur la transformation du comté de Savoie en duché. Ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'il faut comprendre qu'un comté il est inféodé à une entité supérieure, le Saint-Empire. Un duché, c'est comme un royaume, un duché autonome, un pays souverain. Et donc, à partir de 1416, donc le 19 décembre 1416, ces négociations vont aboutir, et donc le comté de Savoie sera érigé en duché de Savoie, donc nous fêterons dans quelques jours la transformation du comté en duché, le 19 février. Et donc ça c'est un événement majeur, puisqu'à partir de là, Amédée VIII sera donc le premier duc de Savoie, de la lignée de la maison de Savoie. Et donc 1416, 19 février, transformation du comté en duché. Alors, pour la petite histoire, il y aura un banquet faste qui sera donné pour célébrer cette transformation. Et dans ce banquet, donc, il se trouve qu'on a le cuisinier du roi, qui est Maître Chicard, qui est un cuisinier à la cour d'Amédée VIII, qui va préparer un repas fabuleux. Et on en a des témoignages, puisque Maître Chicard, à la demande d'Amédée VIII, va écrire un précis de cuisine, donc un livre de recettes de cuisine, qui est le seul témoignage du Moyen-Âge que l'on ait de recettes de cuisine de festin, où il détaillait la manière dont on faisait ces recettes de cuisine. Voilà. Et il faut savoir qu'il notamment il a servi pour le dessert un immense gâteau, une pâtisserie qui représentait les États de Savoie. Voilà. Dans sa pâtisserie. Alors, Amédée VIII, donc son surnom c'était le Pacifique. Si on regarde un petit peu, il avait quand même à la tête d'une armée de 20 000 hommes. On parle du milieu du XVe siècle. Il avait des émissaires qui sillonnaient quasiment toute l'Europe. C'était un habile en protocole, en tout cas, en diplomatie, voilà, chercher le terme. Et donc, il n'y aura jamais de conflit sur le territoire de la Savoie du temps d'Amédée VIII. Il réussira à préserver, en tout cas, voilà. Par contre, il est très interventionniste auprès des autres grandes puissances. On vient, voilà, c'est un souverain important
dans cette Europe à ce moment-là, Amélie VIII. Et donc, en 1416, il va transformer donc, son comté en duché, et puis peu de temps après, en 1430, il va écrire une constitution pour son duché, pour l'administrer. Des statuts de la Savoie, les Statuta Savoia. Et donc, ce code de législation d'administration, qui sera promulgué en 1430 par Amélie VIII, sert à organiser le fonctionnement de son duché. Et donc, cette constitution, alors j'en ai un exemplaire ici, qui était imprimé en 1530, c'est le plus vieil ouvrage que l'on a, qui est posé dans la vitrine là-bas, si vous allez voir, les statuts de Savoie d'Amélie VIII, qui était le code. Alors, il y a des choses marrantes, on peut dire maintenant, si vous lisez ça avec un peu de recul. Il y a notamment, il y a 7 livres dans la Constitution, il y a tout un registre sur l'habillement, la manière dont on doit s'habiller, puisque ça détermine votre classe sociale, et donc il faut respecter un certain nombre de ces coutumes. Voilà. Il y a une tirade sur la pratique des cultes, on a toute une partie sur notamment les Juifs qui étaient chassés de l'Europe à cette période, qui sont tolérés en Savoie, qui sont accueillis par Amélie VIII, donc une place qui explique justement ce fonctionnement. Et donc Amélie VIII, le grand souverain, dit le Pacifique, va se voir. Donc ça, c'est les statuts de Savoie, dont je vais en parler, les statuts à Savoia. Bon, ça, c'est la version manuscrite enluminée. Bon, hélas, on n'a pas cette version-là, mais on est quand même très content d'avoir une version imprimée, 1530. Je ne savais même pas qu'elle existait. En fait, il y en a eu 2 éditions, une en 1530 et une en 1570, qui étaient imprimées. Donc ça, c'est les fameux statuts de Savoie. Donc c'est très précurseur. Enfin, en tout cas, là, on avait déjà un fonctionnement qui était très organisé, très codifié, une justice qui était déjà très organisée. On a sédentarisé la justice bien avant, en Savoie, avec des cours de justice permanentes à Chambéry, et ainsi de suite. Et notamment, sous Amélie VIII sera créé l'avocat des pauvres. Donc les pauvres avaient droit à un avocat lorsqu'ils devaient passer en jugement. Et c'était généralement le meilleur avocat qui venait, c'était pas, on ne voyait pas un avocat commis d'office. Voilà. Et donc Amélie VIII, il sera également, toujours dans cette période de schisme chrétien, il sera désigné par le concile de Bâle pape. Et donc le concile de Bâle va nommer Amélie VIII pape. Alors bon, il peut difficilement se soustraire à la fonction, donc il sera effectivement en 1440, il prendra le nom de Félix V, il sera intronisé pape. Alors on écrit antipape, parce que forcément il y a plusieurs papes à cette période, et donc les antipapes sont ceux qui sont in fine non reconnus par l'Église. Voilà. Et puis aussi Amélie VIII, il était marié, pour un pape généralement c'est pas tellement les yeux c'est coutume. Mais néanmoins il viendra effectivement Félix V, il sera donc intronisé pape par le concile de Bâle, et d'ailleurs on en retrouve, alors, il sera couronné également, enfin consacré dans la cathédrale de Lausanne. Et si vous allez vous balader dans la cathédrale à Lausanne, c'est très intéressant, allez faire un tour, et vous découvrirez, si vous vous promenez, vous allez directement les vitraux. Et vous avez ici, dans les vitraux qui sont présents dans la cathédrale, vous avez des références. Alors ici, là, vous avez l'armoirie de la Savoie, le symbole avec l'aigle, enfin le cimier, comme ça, c'est Amélie VIII. Et ici, alors on a le blason du Saint-Empire, l'emblème du Saint-Empire romain germanique. Et en fait, ici, alors là, on ne le voit pas, mais sur si vous allez visiter, vous le verrez très très bien. Ici, c'est écrit 888-1032, Royaume de Bourgogne, puisque bien sûr, la base, c'est le Royaume de Bourgogne. À partir de 1032, ça va devenir la Savoie. Et donc, vous avez ici cette inscription, cette référence. Vous avez le Saint-Empire, et puis vous avez la Savoie, le Genevois ici, le Faucigny, voilà. Et dans cette autre armoire ici, vous avez d'ailleurs des devises fertes un peu partout. Il y a des nœuds de lac qui sont présents dans ces vitraux. Voilà. Donc, si vous allez vous balader du côté suisse, ouvrez les yeux, parce qu'en fait, les références à la Savoie, elles sont partout, puisque toute cette partie-là appartenait à la maison de Savoie depuis belle lurette, en fait. Donc, c'est pas rare de retrouver ce type d'inscription. Et puis donc, 1440, je l'ai dit, donc Amélie VIII va devenir pape, et donc il va remettre le pouvoir à son fils, Louis de Savoie, qui sera le deuxième duc de la maison de Savoie. Alors il ne restera pas très très longtemps dans une volonté d'apaiser aussi ce schisme, il va renoncer à un moment donné à son pontificat, et puis il se retirera dans son château à Ripaille. C'est quelqu'un qui était très pieux, il fondera d'ailleurs l'ordre de Saint-Maurice, qui ensuite sera fusionné avec l'ordre de Saint-Maurice et Lazare. On a une décoration ici de l'ordre de Saint-Maurice et Lazare, vous pouvez le voir également, un ordre dynastique de Savoie. Et donc c'est son fils qui va prendre la succession, Louis Ier. Et là, pareil, quand je me suis penché sur l'histoire de la Savoie, j'ai découvert en fait qu'on avait fait l'acquisition du Saint-Suaire. Le Saint-Suaire était propriété de la maison de Savoie depuis Louis Ier.
Donc Louis Ier qui est marié avec Anne de Lusignan. Donc Anne de Lusignan, c'est la dynastie chypriote régnante, et donc toujours des mariages comme ça importants pour tisser des liens. Et donc avec son épouse, ils vont faire l'acquisition du Saint-Suaire auprès de Marguerite de Charny. L'acquisition, voilà, c'est pas réellement une acquisition, puisqu'on ne peut pas monnayer des reliques sous peine d'excommunication, mais néanmoins, effectivement, Anne de Charny qui vient avec le Saint-Suaire et qui souhaite le protéger va faire en sorte qu'il se retrouve dans les mains de la maison de Savoie. Et donc le Saint-Suaire va rentrer propriété de la maison de Savoie. Il sera donc exposé, d'ailleurs chaque année, on sort le Saint-Suaire, on l'expose dans les différents lieux du territoire. Donc il sera exposé bien sûr à Chambéry, mais également dans le Piémont et ainsi de suite. Il est conservé donc, dans la Sainte-Chapelle à Chambéry. Il est conservé dans un coffre en argent. Et puis il y a un incendie au XVIe siècle qui va brûler cette Sainte-Chapelle et qui va endommager le Saint-Suaire. Et donc à partir de là, le Saint-Suaire sera restauré d'ailleurs par les nonnes de Chambéry qui vont rapiécer les 13 morceaux du linceul qui sont abîmés du Saint-Suaire. Et puis le Saint-Suaire sera enfin transféré par Emmanuel Philibert à Turin, parce qu'il souhaite le protéger à la fois des invasions françaises et puis que la nouvelle capitale de la Savoie, des États de Savoie, a migré vers Turin. Et donc il finira par être transféré à Turin au XVIe siècle par Emmanuel Philibert. Mais voilà, moi je tombais des nues de découvrir que le Saint-Suaire était propriété de la maison de Savoie. Alors, il a également été exposé à la cathédrale d'Annecy, à Notre-Dame de Liesse, à l'occasion du mariage de Philibert II, dit Philibert le Beau, et c'est là que la mère de Saint-François de Sales se recueillera, tel que le raconte la légende, où elle demande à Dieu qu'elle lui donne un fils, et donc naîtra par la suite Saint-François de Sales. Donc voilà pour les pérégrinations du Saint-Suaire, propriété de la maison de Savoie dans ce milieu du XVe siècle. Alors on a également dans les dynasties et dans les souverains, on a comme ça souvent le bienheureux. Le bienheureux, c'est quelqu'un qui est tourné vers la chrétienté, qui est très charitable, qui est très voilà. Et donc c'est le cas notamment d'Amédée IX. Donc Amédée IX de Savoie, il était très tourné vers la charité, vers les pauvres. Et donc il finira d'ailleurs, on le considère comme un saint. Et donc à la demande de Saint François de Sales, bien plus tard, qui va écrire une supplique au pape, il finira par être béatifié en 1677. Donc on a comme ça quelques saints également en Savoie dans nos dynasties. Alors Philibert II le Beau, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on est à la fin du XVe siècle. On va rentrer dans une période un peu plus trouble, où les autres royaumes commencent à vouloir s'étendre, notamment le royaume de France, qui commence à bouger beaucoup. Et donc, on le voit ici, on a déjà des velléités du royaume de France pour venir prendre possession de terres en Italie. Et donc, bien sûr, quand vous avez le royaume de France qui était plutôt centré vers Paris, et que vous voulez conquérir des terres en Italie, vous passez par la Savoie. Ou pas loin. Et donc ça va donner naissance à beaucoup de conflits. Alors c'est le cas déjà avec Philibert II, il va notamment refuser le passage des Français sur le territoire de la Savoie pour se rendre en Italie. Alors ils vont contourner, ils vont passer par ailleurs. Mais on a comme ça une naissance un petit peu de velléité. Alors savoir que ça on n'apprend pas beaucoup dans l'histoire de France, mais le royaume de France va faire 13 guerres en Italie successives pour conquérir les terres d'Italie. Jusqu'à s'allier avec les Turcs, d'ailleurs, ça on ne le sait pas non plus. François Ier qui sera capturé par la couronne d'Espagne, sera emprisonné, on lui fera jurer de ne plus recommencer. D'ailleurs on va essayer de le marier avec la nièce de l'empereur, et puis aussitôt libéré, paf, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe aux Turcs et il débarque à Marseille pour retourner en Italie. Voilà, c'est des choses qui étaient assez marrantes quand j'ai travaillé sur l'histoire de la Savoie, de découvrir aussi un petit peu ces choses-là. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc Charles II, qui va accéder au pouvoir en 1504, a créé l'ordre chevalier, a transformé cet ordre chevalier de l'ordre de la très sainte annonciade en 1518, et puis patatras, en 1536, toujours dans ses volontés de conquérir des terres en Italie, François Ier, fils de Louise de Savoie quand même, donc sa mère c'est une de Savoie, et donc François Ier va occuper le duché de Savoie. Et donc, à ce moment-là, en 1536, en plus, c'est la montée du protestantisme. Et donc, Genève, qui est protestante, va également profiter de cette période trouble pour faire sécession avec la Savoie. Et donc, la Savoie est occupée à partir de 1536. Et donc, Charles II va... je ne sais pas si c'est la mort de Charles II qui amène au pouvoir son fils, ou s'il donne le pouvoir avant, je ne sais plus. Mais en tout cas,
À partir de 1536, ce qui est sûr, c'est que la Savoie est occupée, le souverain est obligé de s'exiler, hein, d'aller trouver refuge ailleurs, et donc le duché de Savoie est sous occupation française. Et son fils, donc Emmanuel Philibert, qui est encore jeune, va être élevé, lui, à la cour d'Espagne. Il est le neveu de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain et également à la tête de la couronne d'Espagne, la couronne des Espagnes et des Indes, je crois qu'on dit. Et donc il est élevé à la couronne d'Espagne auprès de Charles Quint. C'est quelqu'un qui montre beaucoup d'aptitudes militaires, et donc il va finir par devenir commandant des troupes impériales de Charles Quint, et donc il va se battre pour la couronne d'Espagne contre le royaume de France. Et donc c'est à l'occasion d'une bataille en 1559 pour la couronne d'Espagne contre le royaume de France, enlevé par Emmanuel Philibert, qu'il va retrouver son duché, puisque donc cette bataille de Saint-Quentin, en 1559, donnera lieu donc, à la signature du traité. J'avance un petit peu. Voilà. À la signature du traité, donc en 1559, le traité Cambrésis. Et donc ce fameux traité va rendre à Emmanuel Philibert son duché et le Piémont. Et donc vous avez une statue qui est présente ici, qui montre Emmanuel Philibert triomphant, rentrant à Chambéry. Hein. C'est une statue qui date du 19e siècle, qui a été exécutée par Marochetti, qui est présente à Turin, devant le Palatio, en très très grand. Ça, c'est une miniature qui a été faite par Marochetti, et qui montre cette période-là. Donc, Emmanuel Philibert rentrant triomphant à Chambéry avec son épée. Et donc, son surnom, c'était Tête de Fer. Hein. Ça, c'est les armées espagnoles qui l'avaient surnommé Tête de Fer. Hein. Ça en dit long quand même sur le caractère qu'il devait avoir. Et puis, il avait une devise, hein, qui était Spoliatis Arma Super Sunt. La version Hollywood, c'est lui reconquis ses États à la pointe de l'épée. La traduction littérale, c'est à ceux qui n'ont plus rien, il reste des armes. Donc c'était quand même sa devise. Voilà. Et donc Emmanuel Philibert a récupéré le duché de Savoie en 1559 à l'occasion de cette bataille remportée par les armes impériales contre la couronne de France. Alors, autre contemporain, non pas souverain, mais important d'église qui va naître dans cette période, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est Saint François de Sales, hein, qui naît en 1567, donc à Torrent, château de Torrent, de Sales, et donc qui va devenir effectivement évêque et homme d'église et homme de littérature, hein, homme de lettres. Voilà. Donc, Saint François de Sales est nommé évêque de Genève, mais Genève est protestant, et donc il ne pourra jamais officier à Genève, hein, il officiera à Annecy, où on va déplacer son évêché. Hein. Genève étant restée effectivement la cité calviniste protestante, et donc son siège sera transféré à Annecy. Et donc, alors bien sûr, il est connu pour ses écrits hein, sur la chrétienté, hein, des écrits importants, l'amour de Dieu, et ainsi de suite. Au-delà de ça, amoureux des lettres, hein, c'est déjà un écrivain majeur en fait hein, dans la littérature, Saint François de Sales. Hein. Et d'ailleurs, il va fonder l'Académie Fleury-Montaine avec Antoine Fabre, donc une académie des lettres, hein, avant l'Académie française, hein, qui est dédiée aux arts de l'écriture en langue française. Voilà. Et donc, également, il va confonder avec c'est Jacques Jantal, l'ordre de la visitation. Donc ça, c'est l'ordre de la visitation, hein, qui est un ordre ecclésiastique. Mais autre chose qui est un peu moins connue, donc Saint François de Sales, c'est le patron des journalistes et des écrivains. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va être nommé et qu'il va prendre un peu de pouvoir dans l'Église, une partie du Chablais donc, est devenue protestant. Et donc Saint François de Sales va aller reconquérir le Chablais protestant pour le ramener dans le catholicisme et dans cette chrétienté. Et donc il va pour ça, donc il va séjourner au château des Alains, d'ailleurs, hein, il y a pas mal de traces là-dessus, et armé de sa Bible, hein, il va comme ça aller reconquérir le Chablais, et pour ce faire, en fait, il va imprimer des petits tracts qu'il glisse sur les portes des gens, pour expliquer combien il faut revenir dans cette religion et renoncer à ce protestantisme. Et c'est pour ça qu'il il fait de la propagande imprimée, hein, il utilise le bénéfice de l'imprimerie, hein, et donc ça sera les premiers tracts de propagande qui seront faits par Saint François. C'est pour ça que c'est le saint patron des journalistes et des écrivains, en fait. Ça vient de ces choses-là.
Alors, on reprend un petit peu le cours. Donc, j'ai parlé de cette première invasion, occupation, donc sous François Ier, qui va se terminer. D'ailleurs, c'est plus François Ier, après, je ne sais plus qui c'est, Henri II, ou je sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Et Emmanuel Philibert qui récupère donc, son duché de Savoie. Et puis, un peu plus tard, vous voyez qu'on a d'autres périodes d'occupation. Hein. On va être occupé par Henri IV, par Louis XIII, par Louis XIV, deux fois, et ainsi de suite. Il va y avoir des occupations successives, toujours hein, dans cette volonté d'aller prendre des terres en Italie, ces fameux conflits entre la couronne de France et l'Italie. Alors, on avance dans cette période-là, sous Louis XIV, avec Victor Amédée II, dit le renard de Savoie. Et donc, je n'ai pas fait toutes les corrections encore, c'est pas très grave. Mais, ce qui est important, il y a un élément important qui va être fait par ce souverain, Victor Amédée II, c'est que vous voyez ici, il va lever les privilèges des nobles, du clergé et des communes. Donc là, il y a déjà une volonté auprès des souverains de modifier l'organisation du pays et de prélever un impôt plus juste et de permettre à tous les habitants en fait, de devenir propriétaires, ce qui n'était pas du tout le cas hein, dans cette époque-là, hein, même s'il y avait déjà des baux qui étaient accordés aux paysans par des seigneurs pour exploiter les terres. Hein. Mais donc il va y avoir un premier acte fondateur, c'est l'abolissement de ces privilèges auprès des nobles, des clergés et des communes. Hein. Et puis ça va être terminé un peu plus tard par son successeur, par Charles-Emmanuel II, qui un peu plus tard, lui, va finaliser en levant les droits féodaux. Et donc, en abolissant les droits féodaux, il va permettre aux paysans, et il va même obliger les seigneurs de vendre les terres aux paysans. Et donc, ça, c'est quelque chose de très très important, puisque ça va changer considérablement la manière de fonctionner. Et pour pouvoir prélever un impôt sur la propriété terrienne, ils vont organiser le cadastre de la Savoie. Et donc, alors ce qu'on appelle la Mapsarde. Hein. Alors, la Mapsarde, c'est drôle, parce que ça ne cadastre pas du tout la Sardaigne. Ça cadastre la Savoie en fait. Hein. Et donc cette map, ce cadastre en fait, il sert justement à identifier les différentes propriétés terriennes pour lever l'impôt. Voilà, c'est pour ça qu'il va être créé, c'est le premier pays cadastré au monde hein, d'ailleurs, hein, la Savoie. Et donc, alors je reviens un petit peu sur cette période de Victor Amédée II, puisqu'on a ici également un autre conflit naissant pour la succession de la couronne d'Espagne. Et donc la couronne d'Espagne est aussi briguée par le royaume de France. Et donc dans cette succession, cette guerre de succession qui se joue entre les Français, les Anglais, le Saint-Empire, en tout cas ce qu'il en reste, hein, l'Empire, les Autrichiens, et ainsi de suite, on va avoir, à l'occasion d'un premier traité, donc le traité d'Utrecht en 1713, Victor Amédée II qui prépare par les alliances qu'il a à ce conflit, lors de ce traité, va se voir donner la Sicile. Donc on va donner la Sicile à Victor Amédée II, ce qui va faire que la dynastie de Savoie va acquérir un titre de roi, roi de Sicile. Et donc, alors, c'est du prestige, hein, certes, hein, duc, ils étaient déjà complètement souverains, mais c'est la première fois que la maison de Savoie va acquérir un titre de roi, donc le roi de Sicile. Alors on avait déjà acheté... Louis Ier avait déjà acheté, ou un peu plus tard, avait racheté un titre honorifique qui est roi de Chypre et de Jérusalem. Hein, donc la maison de Savoie est roi de Chypre et Jérusalem, titulaire, mais c'est un titre honorifique. Là, il s'agit d'un titre de roi qui s'accompagne de terre et donc va être formé alors, pour une période très courte, parce que ça peut être, la Sicile qui appartenait à la couronne d'Espagne, ça ne peut pas beaucoup à l'Espagne, elle veut la récupérer. Et donc, un peu plus tard, il y a toujours dans ce conflit de succession, un peu plus tard, le traité de Londres, ce qu'on appelle également le traité de la quadruple alliance, hein, toujours dans ces guerres de succession pour le titre de la couronne d'Espagne. En 1718, on va rendre la Sicile à la couronne d'Espagne et en échange, on va donner la Sardaigne à Victor Amédée II. Et donc là, on deviendra roi de Sardaigne à partir de ce moment-là. Donc en 1720, alors l'acte il était 1718, mais il sera couronné en 1720, Victor Amédée II sera couronné deuxième fois roi, cette fois-ci roi de Sardaigne, et ensuite ça restera cette dynastie, et ce titre restera dans la maison de Savoie. Et donc, j'avance un petit peu, j'en parlais tout à l'heure, donc Charles-Emmanuel III, c'est lui qui va pourfendre une bonne fois pour toutes ce fonctionnement féodal et révoquer les privilèges féodaux et permettre aux paysans de devenir propriétaires. Ce qui fait qu'on a une particularité sur ce territoire, hein. Vous avez des familles qui possèdent une moitié de la montagne, par exemple, ce qui est très très
rare en fait dans le fonctionnement, mais c'est cet héritage-là. Il faut savoir qu'en fait, être propriétaire, c'était très novateur. La Révolution française n'a pas encore eu lieu à ce moment-là, et donc on permettait effectivement de devenir propriétaire au peuple sarrasien. Et donc, et d'ailleurs pour entériner et puis favoriser ce fonctionnement, il faut savoir qu'il n'y a pas de droit de succession en enfant direct en Savoie. Il n'y avait pas d'héritage. Enfin, quand vous faisiez un héritage, quand vous héritiez parents en enfant direct, il n'y avait pas de droit de succession. Parce qu'il fallait préserver justement cette transmission du patrimoine, puisque c'était ça qui amenait la stabilité. Si chacun a un petit bout de terre, quelques bêtes, en fait les gens vivaient plutôt bien, on prélevait un impôt. Donc c'était une espèce de stabilité quand même très avant-gardiste, qui était lancée à ce moment-là, dans ce milieu du XVIIIe siècle. Et puis alors on avance un petit peu, on va avoir effectivement 1789. 1789, c'est pas un événement en Savoie. C'est pas notre pays, cette révolution elle se passe dans le pays d'à côté. Donc en 1789, c'est effectivement la Révolution française, ok, so what, ça nous impacte peu. Ça nous impacte peu jusqu'en 1793, même en 1792, ça se passe dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, je crois que les troupes françaises révolutionnaires entrent sur le duché de Savoie et vont occuper le duché de Savoie. Et donc en 1793, on est occupé par les révolutionnaires français. Victor Amédée III, pareil, va aller se réfugier donc, en Sardaigne. C'est la fameuse gravure, le roi des marmottes qui s'enfuit, qu'on voit souvent et qu'on aime à montrer, cette fuite du souverain. Et donc on est sous occupation par les révolutionnaires français. Alors, au début, on a un peu l'habitude qu'il y ait des troupes qui stationnent sur le pays, mais très vite, les engagements qui avaient été pris vont être reniés par ces révolutionnaires. Qu'on ne toucherait pas à la religion, qu'on ne lèverait pas de troupes et des choses comme ça. Bon, très vite, ça part en cacahuète. Et donc, on va avoir comme ça, dans le printemps de 1793, on va avoir des révoltes paysannes qui vont exploser un peu partout sur le territoire. Et donc, on va avoir comme ça notamment parce que à ce moment-là, il y a une volonté de lever une armée de conscription sur le territoire de Savoie. Et donc ça va profondément courroucer les habitants. Et donc c'est ce qui va faire que ça va conduire jusqu'à ces révoltes. Alors il y en a eu plusieurs d'insurrections paysannes comme ça, bon, qui seront réprimées dans le sang, bien évidemment. Voilà. Mais il y en a une qui est intéressante aussi, qui est un peu plus documentée, c'est la guerre de Thônes. Et donc à Thônes vont se concentrer des paysans qui vont empêcher les révolutionnaires de monter dans la vallée de Thônes. Et donc ils vont leur tenir tête comme ça pendant un certain temps. Donc les troupes vont se rassembler à des troupes. C'est des paysans, on n'a plus d'armée sur le territoire, le souverain est parti. Et donc les paysans sont livrés à eux-mêmes. Et donc il y a comme ça une mobilisation paysanne qui se fait. Et à leur tête, on a donc Marguerite Adet-Frischlet, alors non pas à leur tête, mais elle va avoir un rôle important, Marguerite Adet-Frischlet, puisqu'elle va comme ça remonter un peu le moral des troupes, aiguiller les paysans qui arrivent pour expliquer où est-ce qu'ils sont basés, ravitailler les hommes le soir, et ainsi de suite, leur remonter le moral quand ils ne sont pas en forme. Et donc on a cette guerre qui va éclater dans la vallée de Thônes, un peu avant de monter à Thônes, et ils vont comme ça tenir en respect les troupes françaises, et puis à court de munitions, au bout de quelques jours, ils vont devoir lever le camp et puis se cacher dans la montagne. Et donc s'en suivra une scène de pillage, pendant 3 jours, la ville de Thônes sera pillée. Et puis donc Marguerite Adet-Frischlet sera donc arrêtée comme étant à la tête de cette révolution. Elle sera emprisonnée à Annecy dans les vieilles prisons, elle sera jugée de manière un peu expéditive, et elle sera fusillée sur le papier, donc le 18 mai si je ne m'abuse. C'est ça, le 18 mai 1793. Elle sera arquebusée sur le paquet Annecy, son corps sera jeté à la fosse commune. Voilà. Donc voilà. Et il va se suivre une période un peu noire quand même, c'est pour ça que j'ai mis très noire, qui est une période d'occupation sur la Savoie. Mais entre 1793, donc les révolutionnaires français, l'arrivée de l'Empire et de Napoléon Ier, la Savoie va être occupée, la création du département du Mont-Blanc, et ainsi de suite. Et donc, dans cette période jusqu'en 1815, c'est à peu près 80 000 morts, pardon, qu'on estime, alors ça coupe des têtes et tourne de bras, voilà. C'est une période qui est controversée, et donc on estime effectivement une répression qui impacte à peu près à hauteur de 80 000 morts, une population de 300 000 habitants. Donc c'est une petite Vendée qui s'est passée ici, avec les mêmes mécanismes, exactement la même chose. On pille les églises, on lève une conscription, une révolte paysanne qui éclate et qui est réprimée dans le sang. Et donc il faut attendre 1815, la chute de Napoléon,
pour que la Savoie retrouve un petit peu d'autonomie, enfin retrouve son autonomie. Et donc en 1815, à la chute de Napoléon, toutes les parties prenantes en guerre contre Napoléon vont se rassembler à Vienne, à se mettre d'accord sur un retour à une situation normale post-napoléonienne, comment chacun retrouve ses terres et ses concessions. Et donc il y a l'occasion du congrès de Vienne, qui est mené par toutes les parties prenantes, la Russie, l'Angleterre, tous les pays signataires. Ils vont se mettre d'accord sur un retour à cette situation. Et donc, dans ce traité de Vienne qui sera entériné, le traité de Vienne, enfin le congrès de Vienne, c'est là où on se met d'accord, et le traité de Paris, c'est là où on signe, ce sur quoi on signe d'accord. Et donc, dans ce traité, et ces accords qui sont déterminés, Genève, à ce moment-là, veut rejoindre la Confédération helvétique. C'est-à-dire Genève, qui était toujours une ville, le Genevois appartenait à la Savoie, Genève était toujours indépendant, mais veut rejoindre la Confédération helvétique. Mais pour rejoindre la Confédération helvétique, Genève ne possède pas assez de terre en surface pour prétendre à devenir un canton. Et donc à ce moment-là, c'est la Savoie qui va donner des communes à la ville de Genève. Donc on va céder un certain nombre de communes pour que Genève puisse devenir un canton suisse. Et donc, alors, des communes comme Carouge et autres, alors essentiellement les communes protestantes qu'on va donner à la ville de Genève. Et donc Genève va pouvoir rejoindre la Confédération helvétique et devenir un canton suisse. Et donc en contrepartie des communes qui ont été données par la Savoie donc à la ville de Genève pour devenir un canton suisse, la Savoie va acquérir la neutralité helvétique. Donc à partir de 1815, la Savoie jouit de la neutralité helvétique. C'est inscrit dans le congrès de Vienne, c'est signé dans le traité de Paris. Et donc toute la partie, donc le Chablais, le Faucigny et tout un axe qui passe au nord du Gine, toute cette partie-là de la Savoie est une zone neutre, neutralité helvétique perpétuelle. Et donc, il y a une carte d'ailleurs qui vous montre la zone neutralisée de la Savoie en 1815, et puis il va y avoir la création des zones franches également. Alors, 1815, donc là c'est un moment qui est important, puisque la Savoie va retrouver sa souveraineté. Donc, Victor Emmanuel Ier, suite au traité de 1815, va retrouver, donc va rétablir le royaume sardo-savoisien, tel qu'on va l'appeler, puisqu'il y a roi de Sardaigne, mais il reste quand même duc de Savoie, et puis une grande partie des possessions sont issues quand même de la maison de Savoie, plus que de la lignée dynastique sarde. Voilà. Et donc, peu de temps après, donc c'est Charles Félix qui va accéder au pouvoir en 1821. Et donc, Charles Félix, c'est le dernier représentant de la lignée des Herbertiens. Après lui, cette branche-là va s'éteindre, il reste plus des branches cadettes. Et donc Charles Félix va beaucoup également œuvrer, d'ailleurs son surnom c'est le bien-aimé, donc il va beaucoup réformer également son organisation. Alors l'octroi de franchise, on a un fonctionnement très fédéraliste dans la Savoie, c'est-à-dire qu'on a cette organisation par province, ces bailliages, ainsi de suite, et donc on accorde des lettres de franchise qui donnent un fonctionnement, une dérogation de fonctionnement à une partie de territoire. Par exemple, à Val d'Aos, on ne payait pas d'impôts. Voilà. À Nice, il y a un certain nombre de franchises qui étaient accordées. Donc, on a une gestion qui est très particulière, qui est accordée avec des latitudes et des fonctionnements qui sont très territorialisés, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il va recodifier un certain nombre de choses. Il va accorder d'autres privilèges sur Nice, et ainsi de suite. Et puis, alors, on voit également, il supprime la constitution octroyée par Charles Albert. Alors souvent on me dit, mais je ne comprends pas, Charles Albert il est souverain après, comment il a pu supprimer une constitution? En fait, en 1821, là, il va y avoir une tentative de putsch de la part de Charles Albert, qui va tenter de prendre le pouvoir, poussé par une bourgeoisie un peu révolutionnaire dans le Piémont, et il va tenter de prendre le pouvoir, il va instaurer une constitution, mais in fine, c'est bien Charles Félix qui va monter sur le pouvoir, et donc la première chose qu'il va faire, il va radier cette constitution qui avait été créée par Charles Albert. Voilà. Bon, c'est-à-dire, il va le prendre quand même sous son aile, donc Charles Albert, c'est la branche des Carignans, originaire de Carignano, c'est une branche cadette de la maison de Savoie, et donc il le prend également pour commencer à lui montrer comment, puisque c'est lui qui deviendra souverain par la suite, pour commencer à le prendre dans son administration. Voilà. Et donc c'est 10 ans plus tard, à la mort de Charles Félix, que Charles Albert montera sur le trône, donc il sera promulgué, donc roi de Sardaigne, duc de Savoie, prince du Piémont, et ainsi de suite, tout pédigré, un roi de Chypre et Jérusalem. Et donc, on est dans un moment, effectivement, je l'ai dit, il y a une bourgeoisie un petit peu bouillonnante, là, avec des inspirations révolutionnaires, et donc un peu forcé aussi de réformer son État et son mode de fonctionnement. Charles Albert va promulguer une monarchie constitutionnelle à 2 chambres. Et donc, en 1848, il va promulguer donc, une nouvelle organisation, une monarchie constitutionnelle avec une chambre des députés, une chambre des sénateurs.
Et donc ça c'est pareil, c'est une organisation, alors souvent on parle de, alors c'est le statut albertain, ce qu'on appelle le statut albertain, la constitution de 1848, et c'est aussi un hymne à la liberté souvent, puisqu'il faut savoir que dans cette constitution, on a la liberté d'association politique, ce qui n'était pas du tout accordé avant, la liberté de presse, la liberté de culte, et la liberté du citoyen par le fonctionnement justement démocratique de l'élection des députés et de leur représentation à travers ces deux chambres. Et donc c'est un fonctionnement qui est assez intéressant. Alors, Charles Albert aussi, il faut savoir, c'est lui qui donnera le nom à la cité d'Albertville. Hein. Albertville s'appelle en ville de référence à Charles Albert. Hein. Voilà. Et donc il sera souverain de cette maison de Savoie jusqu'en 1849. Et puis en 1849, c'est donc son fils qui va lui succéder, Victor Emmanuel II, qui va succéder donc à son père Charles Albert. Et donc Victor Emmanuel II, ce sera le dernier roi de Sardaigne, duc de Savoie, puisque il y a une volonté de, alors je l'ai dit, hein, c'est une branche cadette, hein, c'est-à-dire originaire de Carignano, donc du Piémont, et il y a une volonté de constituer une autre entité politique de l'autre côté des Alpes, un peu plus protégée de ces invasions françaises, et donc une volonté de créer un nouveau royaume, le royaume d'Italie. Et donc Cavour, qui est un ministre de Victor Emmanuel II, qui est également un noble de Carignan, va mener une négociation secrète avec Napoléon III, les accords de Plombières. Ils vont se mettre d'accord pour avoir le soutien de Napoléon III, pour créer donc un nouveau royaume, qui est le royaume d'Italie. En échange de soutien militaire, on va donner donc à Napoléon III la Savoie et Nice pour l'aide militaire de Napoléon III, notamment parce qu'on craint que les Autrichiens viennent s'en mêler, et on craint aussi, ces négociations, elles sont assez marrantes, à regarder un peu les minutes, parce qu'il ne faut surtout pas que l'Angleterre s'en mêle, on ne veut surtout pas non plus que les Autrichiens, voilà, parce qu'on ne veut pas ouvrir un front trop violent, mais on a besoin de soutien, en tout cas pour créer ces nouvel ensemble. Et donc c'est ce qui sera fait en 1860. En 1860, Victor Emmanuel II et donc Napoléon III vont signer un traité de cession. Voilà. Donc souvent on parle de traité d'annexion, non, en fait c'est un traité, tout à fait codifié, un traité de cession. C'est un accord entre deux souverains qui définit les modalités avec lesquelles ils vont céder une partie de territoire en échange d'autre chose. Et donc il y a des contreparties dans ce traité de cession. Hein. Voilà. Et donc ce traité de cession, alors je m'y arrête 2 minutes juste pour vous montrer deux choses. Voilà, donc ça c'est un document d'époque, hein, aux habitants de la Savoie, hein, ça reprend le discours de Napoléon III. Alors déjà je vous invite à regarder, hein, Napoléon III s'adresse aux députés, et donc il s'adresse à la députation savoisienne, pas savoyarde. Hein. Jamais on se serait permis de parler de députation savoyarde. Savoyarde c'était péjoratif. Hein. C'est un terme qui était absolument proscrit, hein, donc Gabriel de Mortillet l'explique très bien. Savoyard, c'est péjoratif. Hein. Savoyard, ça représente un migrant, ou, voilà. Et donc, vous pouviez être auvergnat, être un savoyard, en fait. Et donc, au fil du temps, le mot a évolué. Et donc, au XIXe siècle, on va rejeter le terme de savoyard. On ne veut plus du tout s'appeler savoyard en Savoie. C'est parfaitement écrit dans le guide du voyageur. Hein. Les us et coutumes, c'est savoisien. Savoisien, c'est un terme qui remonte au XVIe siècle. C'est Marc-Claude de Butey, qui est un poète à la cour du roi de France, savoisien, et qui donc va se dénommer gentilhomme savoisien. C'est lui l'inventeur de ce terme. Alors après, on a déjà des terminologies, hein, savoyen, il y a plein de choses, mais c'était d'us et coutumes, on parle de savoisien, de savoisienne, on parle du musée savoisien, de la députation savoisienne. C'est pas moi qui le dis, c'est Napoléon III. Et puis, autre élément dans cette cession, hein, cession de la Savoie à la France, hein, traité du 24 mars 1860, donc il y a des conditions, des articles, des modalités de cession. Et notamment dans l'article 1, il y a une modalité majeure hein, qui dit qu'il renonce pour lui et ses descendants, hein, les successeurs, en faveur de l'empereur des Français. Donc c'est ce qui posera un problème en 1870, hein, la mort de Napoléon III. Les Savoisiens vont dire on récupère notre truc parce que ça a été cédé à l'empereur des Français. Bon, ça ne marchera pas, ils n'y arriveront pas. Mais surtout, ce qui est important, hein, sans nulle contrainte, sans nulle contrainte et volonté d'époque, hein, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire derrière? On va faire 2 plébiscites, un à Nice et un en Savoie, pour entériner cette cession. Alors plébiscite, bien évidemment,
Elle ne veut pas dire référendum, hein. Il n'y a pas d'isoloir, il n'y a pas de bulletin non, c'est oui ou zone. Voilà. Bon, il y avait encore la possibilité de rejoindre le nouveau royaume d'Italie, enfin il n'était pas encore né, parce que l'Italie sera créée en 1861, mais il y avait la possibilité de rejoindre le royaume sarde. Et donc, on a ce premier élément. Et puis dans le deuxième article, alors ça c'est plus intéressant, hein, le roi de Sardaigne transfère les parties neutralisées de la Savoie aux conditions auxquelles il les possède lui-même. L'empereur des Français promet de s'entendre à ce sujet, tant avec les puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique. Et c'est ça qui pose un vrai problème, en termes de droit ou d'interprétation du droit, c'est que la Savoie qui est neutre est cédée avec sa neutralité. Et il y a d'autres choses, hein, sa banque de Savoie, sa monnaie, son histoire, tout ça, ce font partie des conditions du traité de cession. Et donc cette neutralité, hein, il appartenait à Napoléon III, promet de s'entendre au sujet. Donc il appartenait à Napoléon III de discuter de cette modalité de la neutralité de la Savoie pour savoir quoi en faire. Et donc cette neutralité, en fait, elle ne sera jamais discutée. Alors, il y a des témoignages intéressants d'ailleurs. Merci parce qu'on m'a fait des beaux cadeaux, on m'a donné tous les journaux, par exemple, illustrés là, qui traitent de cette période. Hein. J'ai une centaine d'années de journal. Et donc, si vous lisez les années 1860, effectivement, Napoléon disait non, mais je m'engage à régler cette histoire de neutralité. Bon, ça ne sera jamais fait. Voilà. Et donc, à partir de là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une nouvelle organisation. Donc, les deux plébiscites sont organisés. 98,79% de oui, hein, bien évidemment. Voilà, je vous laisse imaginer. Il y a même Bonneville, c'est 105% de oui. Hein, voilà, c'est encore magique. Mais bon, donc à partir de 1860, la Savoie va être redécoupée en deux départements qu'on connaît aujourd'hui, le département de Haute-Savoie et le département de la Savoie, d'accord. Et puis Nice va être rattachée au département des Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, je dis une bêtise, Alpes-Maritimes. Voilà. Et donc entre 1860 et 1919, ce qui est intéressant, c'est qu'on va enseigner l'histoire de la Savoie en Savoie. Ça faisait partie des conditions. La monnaie aussi, la Banque de Savoie va rester pas longtemps, hein, parce qu'ils vont vite se mettre d'accord pour régler un sort à la Banque de Savoie. J'ai lu récemment les archives de la Banque de France, absolument fabuleux, où ils parlent de comment ils vont se mettre d'accord pour régler le compte à la Banque de Savoie. C'était quand même valorisé à l'époque à 3 millions. Alors que la Banque de France, qui était, je crois, aux alentours de 10 millions valorisés, donc quand on voit les échelles de population, c'était quand même déjà une banque très conséquente. Mais bon, ils vont finir par absorber la banque et puis piller les lingots qui étaient dans la banque et les ramener assez vite à Paris. Et donc, dans cette période-là, la République française va enseigner l'histoire de la Savoie aux enfants de Savoie. Et donc, nous, on a des livres de cette période-là. Hein. J'ai un livre de 1913 hein, qui présente l'histoire de la géographie de Savoie, dans lequel on raconte l'histoire de la Savoie, de ses souverains, Blanchemin, le duché, et ainsi de suite. Et puis en fait, il va se passer deux choses. Hein. Bon, d'une part, il va y avoir la guerre de Prusse en 1870. Donc là, effectivement, il y a un premier problème, c'est qu'on va combattre auprès de la République française alors qu'on a la neutralité helvétique. Donc ça pose un problème. Mais surtout, il y a la Première Guerre mondiale, 14-18. Et donc, post-Première Guerre mondiale, en 1919, à l'occasion du traité de Vienne, du traité de Versailles, pardon, là, la Suisse et la France vont ratifier dans le traité de Versailles une petite note pour lever la neutralité de la Savoie, parce que ça pose problème quand même, cette neutralité, donc il faut bien quand même en faire quelque chose. On a fait deux guerres et on est neutre, ça pose un souci. Et donc cette neutralité va être enlevée à l'occasion de ce traité. La question que ça pose, c'est que c'est la France et la Suisse qui se mettent d'accord. La Suisse veut accueillir la Société des Nations, en plus, qui est en cours d'être créée, et donc les autres puissances ne sont absolument pas interrogées. Donc c'est pour ça que ça pose un vrai problème, cette levée de neutralité. Mais surtout, ce qui va se passer aussi, c'est qu'à partir de 1919, on va avoir une volonté de dire, bon, tout ça c'est fini, on n'est plus qu'un seul pays, et donc on va prendre tous les livres d'école qui sont sur le territoire de la Savoie, et on va les mettre dans les coins, on va brûler les livres d'école. Et là, à partir de là, on va nous dire que, comme moi, à l'école, on m'a dit, bah, avant vous étiez italien. Voilà. Ce qui est quand même un comble, parce que l'Italie va être créée en 1861. Voilà. Le royaume d'Italie sera créé en 1861 par Victor Emmanuel II. Voilà. Donc ça mérite quand même de remettre un peu les choses en place et rappeler les choses, hein, quelle est la réalité de l'histoire. Voilà. Donc j'ai terminé sur cette partie conférence, voilà, j'espère que c'est rapide parce que traverser c'est presque 1000 ans d'histoire.
C'est pas facile de faire un choix, mais je vous montre deux petites choses en complément pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans l'association et ce qu'on essaye de produire. Alors, bien sûr, ce format conférence, il intéresse beaucoup, je crois que ça doit être la 40e fois que je le fais, des fois je la fais 2 ou 3 fois par mois, donc j'adore, parce qu'il y a toujours des gens qui apprennent et qui sont contents. Mais c'est vrai que, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de jeunes dans cette audience, non pas parce que c'est tard. Si, c'est vrai, il y a une jeune, voilà. Mais vous êtes une exception, deux, voilà. Excusez-moi, c'est vrai. C'est vrai. Je pensais à encore plus petit que vous. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'enfants dans ces conférences. C'est pas un format qui s'y prête. Et donc, on m'a souvent dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas trouver quelque chose pour les enfants, et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé à faire, avec l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai créé donc des petits formats animés de 5 minutes qui essayent de raconter cette histoire. Alors, c'est un énorme travail, parce que pour produire quelque chose comme ça, il faut un peu de temps. Est-ce que ça démarre? Ça démarre. Voilà. Je vous montre un petit aperçu. Donc j'ai déjà fait 5 épisodes, il devrait y en avoir 25, 30. J'en ai déjà réalisé 5. Et donc j'écris mon texte, j'enregistre ma voix, j'utilise une intelligence artificielle pour fabriquer chacune des images, et ensuite je fais un petit montage pour faire... alors c'est pas un dessin animé, c'est une petite illustration. Voilà. Mais c'est assez intéressant, le premier épisode, il a plus de 12 000 vues quand même. Donc... voilà, je sais que les écoles l'utilisent aussi pour travailler un petit peu, notamment quand ça commence à l'an 0, ça traite des Carolingiens, les Mérovingiens, donc si vous voulez réviser l'histoire, en 1103, c'est un bon support. Devient le 7e comte de la maison de Savoie. Fils d'Humbert II, il étend son domaine en 1128 et ajoute ce que l'on appelait le Vieux Chablais, région qui s'étend de l'Arve à la Drance d'Abondance, formant ainsi le Nouveau Chablais, dont Chillon devient la capitale. Il renforce ses positions en aménageant ou en renforçant les forteresses sur son territoire. Il protège ainsi l'un des axes majeurs entre l'Europe du Nord et la péninsule italienne, passant par le col de Montcenis. Il développe également le château de Pierre-Châtel, protège la route qui passe par le Rhône entre la Savoie et le Bugey. La position de Montmélian, avec la cité et sa forteresse, sont également renforcées. Cette position joue un rôle stratégique puisqu'elle contrôle le carrefour entre le Dauphiné, le Val du Bourget et la Chambéry, et la Comte de Savoie qui mène aux vallées de Maurienne et de Tarentaise, servant de passage vers le Piémont. Vers 1139, il aide l'abbé cistercien Amédée de Clermont à construire l'église ainsi que les bâtiments de l'abbaye d'Hautecombe sur les bords du lac du Bourget. L'abbaye d'Hautecombe deviendra la nécropole de la maison de Savoie jusqu'au XVIe siècle. Une quarantaine de princes et princesses de Savoie y sont inhumés. Selon une charte datée de 1143, Amédée III est le premier à utiliser dans son sceau un pennon ou un étendard flanqué d'une croix, sans doute la croix de Saint-Maurice d'Agone. Il est également le premier à porter le titre de comte de Savoie. En 1146, il participe avec les autres grands souverains chrétiens d'Europe à la seconde croisade en Terre Sainte. Il est accompagné dans cette aventure par de nombreux chevaliers et nobles savoisiens. Aymon Ier de Faucigny et son fils, les barons de Seyssel et de la Chambre, de Moillan, de Montbel d'Entremont, les seigneurs de Amézin, de Thouars, de Montailleur, de Vienne, de Viry, de La Palue, de Blonay, de Chevron-Villette, de Chignin et de Châtillon. Il combat avec son armée les troupes turques dans l'avant-garde d'octobre 1147 à janvier 1148. Au cours de cette croisade, le comte Amédée III tombe malade. Il est transféré vers Chypre, où il meurt dans la ville de Nicosie le 30 août 1148. Il sera inhumé dans l'église de Sainte-Croix de Nicosie. Selon une légende, durant cette deuxième croisade, Amédée III aurait rejoint les hospitaliers à Rhodes, alors qu'il combat aux côtés de ces derniers pour repousser les assauts des troupes musulmanes qui assiègent la ville. Le grand maître de l'ordre des hospitaliers meurt lors du premier assaut. Les Savoisiens organisent alors la défense et on demande à Amédée III de porter la tunique du grand maître pour galvaniser le moral des troupes. Après avoir repoussé la troisième tentative, ils finiront par se défaire des assaillants. Pour honorer la contribution d'Amédée III et de ses chevaliers dans la défense de Rhodes, il fut demandé au comte de porter les couleurs de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
C'est ainsi que serait né le nouvel étendard de la maison de Savoie et la devise Perth. Toujours selon cette légende, Perth serait alors l'acronyme de Fortitudo Deus Rodum Tenut. Par sa force, il tenait Rhodes. Ce fait est historiquement contesté et rien ne permet de confirmer cette légende. Il paraît plus probable que la devise Perth soit un seul mot latin signifiant porter, avec pour signification il porte la croix en référence au Christ, ou encore ceux qui portent leur courage pour désigner ses seigneurs en croisade. L'apparition de la devise Perth est surtout liée à l'ordre chevalier de Savoie, qui naîtra bien plus tard, vers 1350 sous Amédée VI, avec la création de l'ordre du Cygne noir, qui évoluera en 1364 pour donner naissance à l'ordre du Collier. Cet ordre chevalier sera transformé en 1518 pour devenir l'ordre suprême de la très sainte Annonciade, avec dans son collier l'ajout d'un médaillon de la Vierge Marie, recevant l'annonciation de la naissance de son fils Jésus par l'ange Gabriel. La devise Perth, quant à elle, aurait été ajoutée par Amédée VII. Ce qui est avéré en revanche, c'est que l'adoption définitive du nouvel étendard de gueule à croix d'argent arrivera plus tard avec Amédée V vers la fin du XIIIe siècle. Avant son départ pour la croisade, Amédée III avait fait le choix d'Amédée d'Hauterive, abbé d'Hautecombe, futur évêque de Lausanne, pour être le tuteur de son fils Humbert et l'aider à l'administration du comté. Nous retiendrons. Donc voilà un petit peu ces petites productions là qui est plus destinées à des publics. Alors souvent je dis que c'est pour les enfants, mais en fait il y en a qui disent non, c'est très bien pour les grands en fait. Voilà. Et puis donc ça c'est le dernier projet sur lequel on travaille. Donc ça s'appelle le projet Samuel. Alors j'aurais pu l'appeler le projet Claire, en l'honneur de Claire Pitard. J'ai choisi Samuel en l'honneur de Samuel Guichenon, voilà, donc qui est un historien de la maison de Savoie du XVe siècle, pas du XVe, du XVIIe, pardon, et qui a écrit les recueils qui sont présents ici d'ailleurs sur la royale, la généalogie de la royale maison de Savoie. Et donc ce projet en fait, donc je suis en train de développer une intelligence artificielle conversationnelle, que je nourris à partir de ton ouvrage, Claire, donc à partir du livre que Claire a écrit, où j'extrais donc les informations de son livre pour nourrir l'intelligence artificielle et lui permettre de lui poser des questions et qu'elle vous réponde de manière intelligente. C'est-à-dire qu'elle ne vous raconte pas n'importe quoi. Voilà. Alors bon, je me bats un peu parce que l'IA, des fois, c'est un peu comme les enfants, hein, c'est un cerveau surdimensionné, mais ça fait ce que ça veut. Voilà. Mais bon, j'arrive quand même à faire des choses pas trop mal avec cette petite IA. Alors bon, c'est un test, mais j'ai quand même pour ambition qu'on arrive à faire quelque chose de très efficient. Alors pour l'instant, si vous voulez jouer avec et faire des tests, donc ça c'est le site internet de l'association, savoie.live. Sur la page d'accueil, il y a une actu qui parle de ce projet, donc le projet Samuel. Et puis ici, je l'ai intégré là. Donc pour l'instant, il faut lui parler comme ça. Hein. Donc si je lui demande par exemple combien de souverains en Savoie, il ne faut pas que j'écrive trop de conneries. Donc si vous lui posez des questions, ça peut être des questions plus ou moins vastes, plus ou moins grandes, plus ou moins... voilà. Si elle ne sait pas, elle vous dit je ne sais pas, ma base de connaissances n'est pas assez à jour. Mais voilà, donc en Savoie, il y avait 36 souverains, 19 comtes, 15 ducs, un roi de Sicile, un roi de Sardaigne. Voilà. Puis vous pouvez lui poser une question comme ça sur qui est maître Chicard, est-ce que Nice ça fait partie de la Savoie, et elle vous expliquera comme ça un petit peu tout ce qu'elle sait. Alors, pour l'instant, elle a des connaissances jusqu'à Amédée VIII à peu près, hein. Je n'ai pas fini de rentrer le système dedans. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu où on en est et ce qu'on fait dans l'association. Alors, vous l'avez compris, on est aussi propriétaire de beaucoup de pièces de collection, et donc on étudie les documents, chose que normalement tout le monde devrait faire. Mais on a aussi donc l'ambition on aimerait donc créer un musée, alors même un peu plus qu'un musée, notre projet c'est de créer un centre culturel dans lequel il y aurait un musée et dans lequel il y aurait une académie pour travailler justement sur un peu tous ces ouvrages et toutes ces choses. On a plein de pépites, hein.
On a des ouvrages écrits qui sont absolument fabuleux. Enfin, quand vous les étudiez, c'est hyper intéressant, vous apprenez plein de choses. Et puis on aimerait aussi accueillir dans ce centre culturel en fait, une transmission pour les arts anciens, comme la sculpture sur bois, comme le travail avec la peinture, des choses comme ça. Donc on a pas mal d'artisans qui possèdent encore ces savoirs, il ne reste plus beaucoup, mais qui aimeraient transmettre. Et donc c'est une des ambitions de l'association, voilà, c'est de continuer à faire vivre aussi, et puis à ramener un peu des lettres de noblesse pour cette histoire et cette culture et ce patrimoine. Donc voilà, j'ai terminé sur la présentation, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai dit un mot, donc, le site internet savoie.live, c'est comme le nom de l'association, on a une chaîne YouTube, Facebook, Telegram, on fait également de la musique. Si vous êtes aficionados de rap, vous pourrez écouter du rap, de l'histoire de la Savoie, c'est assez intéressant. Et puis alors chaque année on lance une opération avec nos calendriers, alors c'est plus tellement d'actualité, mais on est encore en janvier, donc ça c'est ce qui nous permet de nous financer. Donc on édite un calendrier qui tous les mois vous raconte un petit morceau de l'histoire de la Savoie. Donc j'en ai ici, hein, c'est ces calendriers là. Et puis alors là je suis pas très bon parce qu'on vend également cette frise historique, mais en fait j'en ai pas, aujourd'hui je suis à sec. Alors, vous pouvez la commander sur le site, je suis désolé, mais bon, on revient à Thonon le 16, week-end prochain. On sera là pour fêter les commémorations du 19 février. Il y a un repas qui est organisé, on refera une expo, nous, à l'occasion de cet événement. Mais voilà. Après, vous avez également, alors il y a un commerce sur Thonon, on a des commerçants qui nous soutiennent, je pense notamment à Patch Passion, qui est à Thonon. Donc si vous voulez acheter une frise, vous pouvez aussi aller à Patch Passion, parce qu'il a un stock, enfin là il n'en a plus, mais je vais le rapprovisionner, et vous pouvez trouver sur Thonon directement chez Jean-Luc et Martine Modena, vous pourrez trouver des frises de Savoie en vente, c'est pas de problème. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Et puis je suis à votre disposition, donc on peut prendre un verre, puis je peux aussi vous faire une visite guidée si vous voulez, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez découvrir encore des choses. Historique. Normalement, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là, normalement, par la harmonie des flots bleus, que je remercie aussi, et éventuellement par d'autres personnes qui seraient intéressées par nous rejoindre. Donc on compte sur vous, on espère que vous ferez effectivement la publicité de notre association, des mouvements qu'on essaye de créer, des mouvements culturels qu'on essaye de créer pour retrouver la fierté d'être ce que nous sommes, et puis la fierté, la transmettre à nos jeunes générations parce qu'ils en ont besoin. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je l'écrivais, qu'est-ce qui nous restera? Eh bien, il ne nous restera que nos choix. Il nous restera les choix suivant les valeurs qu'on aura. Et ça, c'est important, qu'on choisisse demain ce que nous voudrons faire. Et pour nous qui vieillissons, de plus en plus, et pour ceux qui nous suivent, et pour lesquels on voudrait l'avenir le meilleur. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie de nous avoir écoutés.